Aujourd'hui sur la table ronde, donc on va aborder le sujet un petit peu épineux du moment, à savoir les MJ payants. Donc on va essayer d'aborder plusieurs phases dans cette thématique-là. Donc je vais vous dire plus ou moins les gros axes qu'on va essayer d'aborder pendant ces 2 heures. Hein. Ça durera peut-être pas 2 heures, hein. Peut-être qu'on n'aura pas tant de choses que ça à dire. Donc je vous inviterai à poser des questions sur le côté, sur le channel de conférence alpha, j'essaierai de ponctuer au mieux et de transmettre les questions aux intervenants le plus rapidement possible. On va essayer d'aborder plusieurs angles. Donc déjà, être MJ professionnel, ça veut dire quoi? Donc ça va être un thème qu'on va aborder. On va aussi aborder le cadre légal de la chose, se faire payer. C'est bien beau, mais comment? Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? On va essayer de parler de l'assurance de la qualité de la prestation. Donc, puisqu'il va y avoir un rapport, il va y avoir un contrat moral et social entre des joueurs et un maître de jeu. Donc, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre? Et on va essayer de conclure par se lancer dans le métier. Comment peut-on faire? Le terme n'est pas pareil. Les différentes structures. Comment on peut qui nous a été fourni par certains de nos intervenants. On essaiera de répondre et le plus clairement possible. Donc pour l'instant, je vais vous laisser la parole. On va commencer par Marie. Donc qu'elle fasse un petit tour de table, qu'elle se présente. Et puis après, on finira par Cédric. Et puis je ne sais pas si les autres intervenants sont arrivés. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. Romain, je suis arrivé. Ah, Romain est arrivé, donc lui aussi se présentera également. Voilà, donc Marie, à toi. Ok, génial. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Marie Josselin. J'ai fondé la structure sur Édimbourg qui s'appelle Thunder Dices. Donc, on existe depuis 1 an et demi à peu près maintenant. Donc nous, on fait donc à la fois du pro MJ en un sens. Donc on fait du pro MJ dans un monde plus historique, qu'on a développé des jeux de rôle historiques en partenariat avec des historiens. Et à côté du coup de tout cet aspect, MJ, JDR, etc., qu'on fait beaucoup d'ailleurs avec des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude du JDR, on a développé d'autres cœurs de métier en parallèle en fait, parce qu'on se définit pas forcément directement comme des pro-MJ, mais comme des créateurs d'expériences immersives et des storytellers plus que ça. Donc on utilise les mêmes compétences qu'on utiliserait dans un JDR pour faire des murder mysteries, des escape games, des combinaisons entre un JDR et un atelier potion ou une visite de la ville d'Édimbourg un peu interactive, ou même encore des ateliers de JDR dans des endroits un peu fous type château. Ça c'est la partie un peu front-facing qu'on a avec du coup nos clients à la fois en français et en anglais, vu qu'on est basé sur Édimbourg. Et à côté de ça, on a une partie JDR, mais cette fois-ci pour les entreprises. Donc c'est faire du séminaire, c'est faire des ateliers aussi de formation à tout ce qui est storytelling et créativité. Parce qu'il y a pas mal de techniques en fait qu'on utilise dans la création de JDR qu'on peut réutiliser dans le monde de l'entreprise. Qu'après tout, un JDR, qu'est-ce que c'est sinon un exercice en partager de la bonne information entre les différents joueurs, par exemple, qui est quelque chose que les entreprises aiment pas mal. D'accord. Donc voilà. Cédric, à toi. Alors, donc, moi, Cédric, je vais avoir là ce matin la casquette du gars qui embauche des animateurs ludiques et en particulier des maîtres de jeu pour animer des tables pour des joueurs. Alors, en particulier dans un contexte spécifique qui est celui d'un événementiel ludique et d'un séjour qui était la croisière Capitaine Meeple qui a eu lieu au mois de mars 2019. Et sur laquelle donc j'avais des MJ rémunérés qui faisaient partie de mon staff pendant les 8 jours. Voilà, et donc moi je vais apporter l'angle, quelles sont les questions que je me pose, dans quel cadre ça s'inscrit, quelles exigences je peux avoir. Et là où je rejoins Marie, c'est qu'effectivement la promesse que je fais moi à mes clients qui sont des joueurs, c'est de leur apporter une expérience ludique qui va être inoubliable, exceptionnelle. Et donc j'ai besoin pour ça d'avoir des MJ qui envoient, quoi. Ok, bien.
Romain, si tu peux faire une petite présentation. Pas de problème. Donc, Romain Bouc, je suis. Alors, moi, je représente aujourd'hui la partie légale de la question. Donc, je suis un ancien avocat. J'ai exercé pendant 12 ans au barreau de Lille. Je suis enseignant à l'université de Lille donc de droit depuis 2002. Je fais du droit de l'entreprise, je suis spécialisé en droit des nouvelles technologies et il faut savoir que le droit des nouvelles technologies a une sous-partie, c'est une sous-partie du droit d'auteur. Et actuellement, donc, je suis responsable juridique dans une entreprise multinationale. Donc, en fait, j'ai l'habitude de travailler sur des problématiques qui sont comme ça culturellement distinctes. Donc, ça va permettre, parce que les questions juridiques, en fait, sont très différentes si on les voit du point de vue des États-Unis et du point de vue de la France. Donc, il faudra que je fasse probablement une clarification à ce niveau-là. Et puis, sinon, je suis aussi MJ et il m'est arrivé de me faire rémunérer. Donc, les mains dedans. D'accord. Je pense que nos deux autres interlocuteurs ne sont pas là. Je vais essayer de voir si on peut les choper. On va déjà commencer. Hein, on va les attendre. Ils rentreront en cours. Hein, donc, j'essaierai de gérer au mieux. Je vais laisser la parole. Je pense qu'on va commencer par toi, Marie. Donc, on parle de quoi exactement quand on parle de maître de jeu rémunéré et qu'est-ce qu'on donc il y a deux univers. Il y aura bien entendu le MJ rémunéré embauché par un prestataire et le MJ bénévole qui fait ça dans un salon. Comment tu pourrais présenter la chose? Ok. Alors moi je ferais même deux sous-distinctions en un sens entre le MJ rémunéré par des clients qui sont simplement des personnes normales du public général en un sens, et le MJ qui est rémunéré par une entreprise dans un cadre un peu plus structuré. Parce que c'est pas vraiment le même type de prestation, en tout cas nous c'est pas notre approche. Avant d'aller dans le détail, je préfère une petite préface qui est qu'il y a beaucoup de manières d'être MJ rémunéré, chacun une approche un peu différente, et moi je ne peux présenter que du coup mon point de vue personnel et ce qu'on a fait via Standardices. Donc on est ouvert à tout retour derrière. Donc pour le général public, être MJ rémunéré, pour nous, c'est un processus en deux étapes. D'abord, c'est comprendre quel est le type d'histoire que nos clients veulent avoir. Donc on a des clients qui, par exemple, qui veulent avoir des histoires très fantasy, épique, Lord of the Rings, etc., avec beaucoup de roleplay, beaucoup de descriptions de mondes diversifs, etc. Et on a d'autres clients qui veulent avoir des histoires très, on a 2 heures, on est avec des amis, on veut rigoler. L'objectif, c'est plus d'avoir un moment fun que d'avoir quelque chose de très, très descriptif en un sens. Et donc, nous, dans ce sens-là, et en prenant en compte ces différents types de clients, c'est d'abord commencer en leur demandant quel type d'histoire vous voulez avoir, quel type de style narratif vous voulez avoir, et derrière, après avoir eu ce moment de discussion, dans un sens, pouvoir développer le côté très animation. Donc nous, on bosse pas mal par rapport à un JDR classique, on bosse avec beaucoup d'artistes, on a des partenariats du coup avec des créateurs de cartes, des créateurs de vidéos interactives, des créateurs de musique, et derrière, on monte une partie qui est pas à 8 heures, laissez-moi vous dessiner une petite carte en 2 minutes et c'est bon. Mais c'est pas négatif, hein. C'est juste une approche un peu plus premium que nous on essaye de faire. Donc ça c'est pour le côté client général public général, pardon. Et à côté, on a le client professionnel. Donc là, généralement, ça va être plus différent. Ça commence du coup en amont par une propale, généralement, où on explique exactement ce qu'on veut faire, quel type d'animation on va mettre en place, ce qu'on peut apporter avec un vrai cahier des charges par rapport, classique en un sens dans l'absorption propale. Et derrière, du coup, le fait qu'on livre la prestation. Et on termine par une troisième phase qui est le retour, un retour débrief en un sens,
avec généralement, on peut avoir, si ça dépend dans le cadre, mais si on va dans une entreprise, par exemple, on fait un petit rapport, qu'est-ce que ça a donné en termes d'idées créées, est-ce que ça a donné, par exemple, des dynamiques de travail différentes, est-ce que les gens sont intéressés par ce type d'approche pour le faire une nouvelle fois, etc. Donc c'est un petit peu différent dans l'approche, mais avec toujours la même idée de créer une expérience qui soit pas simplement le jeu, qui soit le jeu plus un atelier un peu funky où les gens ont des vrais puzzles dans les mains, dans un cadre un peu visuel qui soit sympathique. Et si on le fait un JDR pas en ligne, avec des miniatures, des terrains spécifiques, ce genre de choses. D'accord. Donc, je ne sais pas si ça correspond exactement à ce que tu avais en tête, s'il y a d'autres questions là-dessus que tu souhaiterais. Non, je suis ouais, pour démarrer, on est très bien. On a placé donc justement, en plus, toi, ce qui est intéressant, c'est que sur ta version, en plus, avec un public et donc, parce que pour préciser, pour ceux qui n'étaient pas là, donc si j'ai bien compris, tu es en Angleterre, hein, c'est ça? Voilà. Du coup, moi, je fais du JDR en ligne en France. Ouais. Je bosse aussi avec des MJ français qui sont basés sur Paris, D'accord. pour si jamais il y a des gens qui veulent faire du JDR sur Paris. Mais principalement, nous, on fait pas mal de JDR, donc soit en ligne pour les Français ou en présentiel sur Édimbourg ou en ligne en anglais, quoi. D'accord. Donc, si je reformule, on a bien les MJ qui sont payés, on va dire, par un groupe d'amis qui ont envie de se faire plaisir sur une soirée ou plus. Et donc là, il va y avoir une relation directe. Il y a effectivement les prestations qu'on est amené à construire, nous, dans le cadre d'événementiels et qui vont s'appuyer sur du JDR. Et donc, dans ce cas-là, ça veut donc dire que toi, tu as des MJ qui sont salariés ou ce sont des sous-traitants que tu payes, entre guillemets, à la mission ou à la vacation en fonction des besoins? Moi, je bosse pas mal avec des freelances. Donc, je les paye en sous-traitant. D'accord, ok. Voilà, et alors nous, typiquement, sur la croisière Capitaine Meeple, si on veut vraiment ouvrir ce spectre-là, on avait effectivement des freelances qui donc nous facturaient des prestations de services. La plupart du temps, ils avaient un statut d'auto-entrepreneur. Et puis, on avait également des animateurs qui avaient demandé à être salariés par notre structure. Et donc là, pour le coup, le temps de la croisière et quelques jours de préparation avant supplémentaires, ils avaient intégré les effectifs de l'entreprise. Et donc, ils avaient un statut de salarié. Voilà. J'en profite également, il y a Pierre sur le chat qui faisait aussi un distinguo entre la personne rémunérée et ce que lui appelle le MJ qui est défrayé. Qui est défrayé, fait voilà. peut-être référence à des conventions où parfois les organisateurs, qui sont souvent des associations, invitent, on va dire, des people du monde du jeu et leur payent l'hôtel, le train, la buvette, mais pas forcément les rémunèrent. J'ai envie de laisser peut-être la parole à Romain pour qu'il précise peut-être le distinguo que ça figure. Alors, d'abord, je vais juste revenir sur la notion qui vient d'être développée par rapport au MJ, parce que le statut légal, on peut dire que MJ professionnel, ça peut avoir du sens d'un point de vue strictement légal, et la définition, en fait, est différente de celle qu'on a pu comprendre à l'instant. Pour faire simple, en fait, on qualifie de professionnel toute personne qui tire une rémunération qui lui permet normalement d'en avoir une activité principale. Ça, c'est le point fort. Et à partir du moment où on a ce type de rémunération qui arrive, alors ça peut être du salaire, ça peut être effectivement une prestation qui va être rémunérée non pas en qualité de salaire, mais en qualité de somme d'argent versée au titre d'une facture qui aura été délivrée. Mais ça peut être également, évidemment, pour rebondir à ce que tu disais, rebondir sur ce que tu disais, Cédric, sur des avantages en nature, entre guillemets, qui sont aussi une forme de rémunération. Alors, du coup, on ne peut pas faire un distinguo, si j'ose dire, entre celui qui aurait perçu une somme d'argent et qui ensuite doit se débrouiller pour pouvoir être en rapport avec la fiscalité, avec les éventuels frais qu'il a pu avoir et rentrer dedans, et celui qui aurait été juste invité et qui n'aurait finalement rien eu à débourser. Donc, en gros, sur sa fiche d'impôt, il ne va rien déclarer, puisque voilà, alors qu'en fait, il y a des avantages en nature et que cette cumulation d'avantages peut finalement être compris fiscalement comme étant une forme de rémunération indirecte, mais une forme de rémunération sur laquelle il faudra éventuellement se pencher si c'est important tout au long de l'année. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Oui, si. Tout à fait. Du coup, il y a... Donc, Vas-y, Cédric. je veux dire, juste si je reformule et pour boucler sur la remarque de Pierre, ça veut dire que je me fais prendre en charge des frais pour aller sur une convention. En fait, d'un point de vue purement légal, c'est assimilé à de la rémunération, mais de la rémunération qu'on met dans la catégorie des avantages en nature. C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, Voilà. dès que ça va commencer à être significatif, si c'est pas déclaré, si je paye pas des charges dessus, etc., je me mets en défaut par rapport au respect de la réglementation. Alors, par rapport à ça, on se met pas en défaut par rapport à une réglementation parce que on n'est pas dans un système. Je parle du système légal dans lequel il y aurait une interdiction de faire en dehors du cadre. D'abord, il y a une distinction, si vous voulez, entre trois grandes choses que sont d'un côté le droit du travail, ensuite le droit commercial et enfin le droit fiscal. On est soit dans le cadre du droit du travail ou du droit commercial, c'est-à-dire je suis salarié et du coup je dois être employé. Et ça signifie que les gens qui m'emploient dans ce cadre-là vont avoir des obligations sociales à mon égard, et ce sont eux qui ont les obligations. Sinon, c'est du travail illicite et ils risquent effectivement d'avoir des problématiques d'amende, peut-être même de pénal. Donc c'est sur les gens qui emploient qui repose la responsabilité. Et ça peut très bien être un groupe d'amis qui demande à un MJ de venir pour passer une soirée. Ça peut constituer un contrat de travail. Alors il y a des formalités simplifiées qui existent pour ce type de prestations, mais c'est eux qui sont en risque. Ensuite, il y a le droit commercial, c'est-à-dire que si on a défini qu'on n'était pas dans le cadre du travail, il faut délivrer une facture. Cette obligation, eh bien, elle n'est nécessaire que pour finalement protéger les gens qu'on a en face du fait qu'il n'y a pas de travail illégal qui a été mis en place. Et ensuite, au-delà de ça, cette rémunération qu'on a perçue soit dans le cadre du droit du travail, soit dans le cadre d'une facturation, il faudra la déclarer dans la déclaration d'impôt. Et là, on a deux cases différentes. On a la case rémunération salaire et on a la case, effectivement, qui sera pour nous les bénéfices non commerciaux, puisque c'est une prestation assimilable à de l'artistique. Donc, ça n'est pas du bénéfice industriel et commercial, mais du bénéfice non commercial, si on l'a fait à titre individuel. Et ça, c'est quelque chose qui est indépendant. C'est-à-dire que même sans avoir fait de feuilles. Voilà, ça pourra peut-être donner des idées de scénarios dans certains univers, mais voilà. Oh mon dieu, le fisc à l'attaque. C'est le fisc qui a réussi à faire tomber Al Capone justement parce qu'il payait pas ses impôts. Hein. Exactement. Exactement. Ceci dit, c'est pas faux. C'est que c'est une réalité. Ah, tu voulais dire quelque chose, Marie? Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, juste pour rajouter à ça aussi, je pense qu'il y a un autre aspect qu'il faut garder en tête, qui est l'aspect des assurances. Si on fait une prestation en tant que MJ avec un groupe de personnes qu'on emmène, je sais pas, dans un bar ou dans une location qui est sa localisation à soi, il est important aussi d'être en tant que MJ assuré. Parce que s'il se passe quoi que ce soit dans votre groupe de personnes que vous animez, ils peuvent se retourner contre vous. Ouais, effectivement. Ok. Donc de toute manière, maintenant là, c'est un phénomène qui arrive de plus en plus. Hein. On peut constater que justement on avait fait une petite timeline, c'était dans l'onglet justement du fantasme à la réalité. C'est une réalité. Maintenant, il y a des MJ qui se font payer, il y a des gens qui se font payer, il y a des salons qui sont organisés, que ce soit des festivals ou des choses comme ça, avec
des animateurs pros. Il y a quelques années, on a vu l'émergence des animateurs qui étaient bénévoles et qui sont passés maintenant, qui sont professionnalisés. Et il arrive la même chose à l'heure actuelle au niveau des maîtres de jeu. Et il y a des gens qui sont rémunérés pour ça, qui sont pris par des éditeurs ou qui sont pris par des choses en tant que MJ. Donc là, bon, eux, c'est leur responsabilité à eux. Mais là, nous, pour le côté, comment on pourrait... donc, Marie, pour revenir vers toi, comme tu parlais, c'était plus sur le côté un MJ professionnel, il apporte quelque chose en plus, il apportera quelque chose en plus de par c'est toi qui vas l'imposer, ça va être le client qui va l'imposer. Comment tu fais toi de ton côté? C'est toi qui offres un package. Tu dis voilà, moi j'offre un MJ, il est capable de faire ça, ou tu vas répondre à une demande des clients? Alors là-dessus, du coup, si je m'oriente général public, on a deux aspects, deux types d'offres, nous de notre côté. Je vais être assez candide là-dessus. On a des offres pré-packagées. Ouais. Donc c'est des JDR dans un sens sur étagère, ça dure 2 heures. Nous derrière on a testé le JDR, donc on l'a joué plusieurs fois avec des groupes tests pour s'assurer qu'en 2 heures on a un début, un point fort et une fin. Et un petit peu c'est un arc narratif quoi, qui peut tenir dans ces 2 heures-là. On a du coup identifié tout ce qui sera images, musique, terrain, miniature, etc. Tout ce qu'on peut avoir en termes de théâtralisation de la prestation en un sens. Et on a derrière simplement la possibilité du coup aux clients qui souhaitent rejoindre ce jeu-là, de leur demander quel est le style narratif qu'ils souhaitent qu'on adopte dans cette histoire-là. Bien entendu, il y a certaines histoires qui sont un peu teintées un style ou l'autre, quoi. Mais on peut raconter une même histoire d'un point de vue très fun ou une autre histoire d'un point de vue très noir, interrogation, mystère, etc. Donc ça, on s'adapte en un sens au style d'histoire que le client veut entendre, dans la limite du possible, bien entendu. Un autre élément, c'est aussi à l'âge du client. On a par exemple des familles qui viennent vers nous avec des enfants qui ont 8, 9. Et bon, bah là, bien entendu, faut être. Oui, il faut s'adapter, quoi. Faut adapter au public, oui, ça c'est clair. Voilà. Et par contre, on a des jeux, juste pour préciser, on a des jeux séparés pour tout ce qui est tout petits enfants, parce que là on prend un style narratif qui est différent. D'accord. Du coup, on a cette partie sur étagère, et à côté de ça, on a une partie qui est plus, on vous crée une campagne, en un sens. Vous voulez avec les amis, vous voulez vous engager sur plusieurs sessions ou même sur une session un peu longue. On fait pas mal de stag do, d'enterrement de vie garçon, par exemple. On vous prend, on vous crée quelque chose de complètement customisé. Et là-dessus, c'est un contrat légèrement différent vu qu'on peut vraiment adapter l'histoire à ce que les joueurs veulent avoir. Donc on leur fait plusieurs pitchs de type d'histoire, ils choisissent le pitch qui les intéresse. On leur propose plusieurs styles narratifs, ils choisissent le style narratif qui les intéresse. Et on fait quelque chose de customisé. Mais là, bien entendu, ça veut dire que c'est un peu plus cher par rapport à quelque chose qui est sur étagère. Oui, parce qu'il y a un peu plus de travail, un peu plus de côté créatif, donc c'est normal que ce soit un peu plus rémunéré. Vas-y, Cédric. Je me permets de faire un tout petit aparté. On a Karlaft qui ne peut pas rentrer dans le salon parce qu'apparemment on a un problème de limite, la jauge à 25. Est-ce que éventuellement quelqu'un qui suit la table ronde pourrait laisser sa place et basculer sur Twitch? Ouais. Parce qu'on a un intervenant qui est bloqué en fait. Alors je viens de demander aux organisateurs parce que le salon a priori est sans limite de personnes. Donc je vois comment c'est possible de... on a récupéré Karlaft déjà, je l'ai vu arriver, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, donc je tiens à le remercier déjà, puisque c'est passé de 24 à 25. J'ai coupé ma caméra, il semblerait que si on coupe la caméra... Ouais, moi aussi je l'ai coupé, mais là il y a carrément quelqu'un qui est parti, donc c'est gentil. Karlaft est là, Karlaft, est-ce que tu peux... Alors, Karlaft, excusez-nous de ce petit... Karlaft, est-ce que tu nous entends? Il faudrait que tu actives ton micro. Tu fais un clic droit sur ton nom. Est-ce qu'on peut pas l'activer à distance? Est-ce que je vais pouvoir moi, parce que je suis même pas sûr d'avoir les droits. Non, en tant que rôle intervenant, on peut pas. On peut pas, ouais. Et on a sa caméra déjà. C'est déjà pas mal. On te voit, au Karlaft. Salut. On t'entend pas. On ne t'entend pas, Karlaft. Je ne comprends pas.
Alors s'il y a Essaye le d'activer ton Kertrad, si tu micro, peux gérer la tech, s'il te plaît, pendant que moi je reprends le fil sur le truc. Ouais. D'accord. Ok. Donc j'espère que Kerlaf t'a Ok. entendu. Bon, il s'attend à des Ok. débats musclés, donc il a mis la Ouais. ceinture et tout. Donc bah là on va atteindre, là on va peut-être un peu plus aussi revenir sur Romain, puisque du coup là on va atteindre le moment de savoir, ok, on se fait payer, il y a des rémunérations, il y a des packaging, il y a des choses qu'on fait, il y a des demandes, on va se faire payer, mais du coup il va falloir tout ça, il va falloir faire un cadre légal, puisque Mais oui, on va pas parler de black ici, hein. Tout le monde sait non. que ça existe, mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc il va falloir justement, justement déclarer la rémunération, faire différents statuts, les différents statuts qui existent. Donc sans rentrer non plus dans les détails de loi ou dans les textes de loi complets, mais est-ce que tu as une petite mise en place, une petite idée à nous donner déjà des plusieurs pistes, s'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Ah bah oui, Et bien après, sûr. on viendra après aux contraintes et aux obligations intellectuelles de la chose, quoi. Donc vas-y, Romain. Alors, du coup, j'ai effectivement plein de pistes à offrir à tout le monde, donc je pense que c'est extraordinaire. En plus, c'est la partie que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience, parce que c'est certainement la plus intéressante, hein, la partie de la légalité, on le sait. Donc, en fait, vous avez deux grands statuts. Pour faire simple, d'un côté, il y a être actif sous le biais de ce qu'on appelle en droit une personne morale, c'est-à-dire qu'on va avoir une personne qui va être fabriquée par la loi, et ça sera de manière très concrète soit une association, soit une société, qui peut être une société commerciale. Enfin, il y a plein de types de sociétés différentes avec des avantages, des inconvénients chacune. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça signifie que quand vous êtes sous ce cadre-là, c'est vis-à-vis du client, c'est l'interlocuteur direct, et elle doit se charger, que ce soit une association ou que ce soit une société, de délivrer une facture, parce qu'elle ne peut pas être salariée. Et dans ce cas-là, le MJ professionnel, quand il intervient sous ce couvert-là, c'est à lui ensuite d'avoir cette relation qu'il va avoir directement avec cette personne morale, l'association ou la société, pour régulariser, si j'ose dire, sa situation. Et donc, ça nous mène à ce second statut, qui est celui qui peut être utilisé soit vis-à-vis d'une association, d'une société, soit directement vis-à-vis d'un client qui serait personne physique, qui est le statut d'indépendant. Et le statut d'indépendant, c'est un statut qui est générique. C'est-à-dire que quand on dit indépendant, ça veut dire que vous allez être vous allez être libre, vous êtes chef d'entreprise et vous avez une activité qui vous est propre. Et là, vous avez plusieurs déclinaisons qui sont possibles et qui dépendent notamment du chiffre d'affaires que vous allez faire. Donc, en droit, on qualifie ce type de prestation de service qui s'oppose à la vente de biens et de marchandises. Donc, en tout cas, ça n'est jamais une vente, même si on peut dire il y a un produit sur étagère qu'on va vendre. Juridiquement, c'est pas comme ça que ça se comprend, parce qu'on estime que l'activité humaine d'animation en fait est primordiale finalement dedans. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une prestation de service. Donc la prestation de service va être du coup quelque chose qui va être déterminante, et c'est pour ça que il y a un certain nombre de seuils qui sont prévus par la loi. Donc, si vous faites un chiffre d'affaires estimé, en tout cas, de moins de à peu près 35 000 € maximum par an, je vous le souhaite, eh bien, vous n'êtes pas soumis à une obligation de déclaration de TVA, ce qui fait qu'en fait, vous êtes dans un statut qui est simplifié. Ce statut simplifié, vous pouvez l'exercer du coup sous le format juridique qu'on appelle auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, oui, Voilà. exactement. Et ça vous permet d'ailleurs d'avoir des obligations fiscales et sociales vis-à-vis de l'URSSAF, etc., qui sont simplifiées jusqu'à un montant global annuel de mémoire 72 000 et quelques. Je suis auto-entrepreneur, voilà. donc ouais, c'est Voilà. ça, 72 000 et 72 quelques. 000 € par an. Et ça facilite grandement les choses parce que vous avez une comptabilité simplifiée. Voilà. On parlait de l'exonération des charges au niveau, tout ça et tout. Si on est au chômage, tout ça et tout, on peut être exonéré pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, ça dépend des. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir une couverture sociale. Donc ça veut dire d'avoir la sécurité sociale, d'avoir
des droits à la retraite qui se cumulent. Donc c'est un statut qui est simple. Et il faut savoir que ce statut d'auto-entrepreneur peut très bien être fait en annexe d'une activité qui serait autre, qui est soit une activité d'intermittent du spectacle. Si votre activité d'intermittent du spectacle ne correspond pas à cette activité de MJ, exemple, vous êtes musicien ou vous êtes danseur professionnel, donc là vous avez vraiment une activité complètement indépendante. Ou alors, si vous êtes salarié dans une entreprise, vous êtes comptable, vous êtes juriste comme moi, voilà, eh bien ça vous permet d'avoir cette autre activité. L'autre possibilité, c'est celle d'être salarié. Donc, être salarié, souvent on pense contrat de travail indéterminé avec un salaire mensuel, etc. Donc ça, c'est ce qui serait le plus souhaitable, entre guillemets, si on veut vivre de sa passion. Donc là, vous pouvez être salarié d'un éditeur, vous pouvez être salarié d'un éditeur, maison d'édition, éditeur de jeux. Vous pouvez être salarié d'une association, d'une société commerciale qui se charge de vous trouver les missions. Et vous pouvez également avoir le statut de salarié via des formalités simplifiées qu'on appelle le GUSO, G-U-S-O, qui permet à des personnes physiques qui ne sont pas en capacité ou qui n'ont pas l'envie d'établir un contrat de travail bien compliqué, y compris un CDD avec toute cette complexité, de faire une déclaration en ligne, et ça les met en conformité avec l'URSSAF, avec vos droits à la retraite, etc. Et vous bénéficiez en fait d'une prestation qui est rémunérée en qualité de salarié dans ce cadre-là. Et c'est très bien adapté finalement à des opérations qui sont peu récurrentes. Voilà. Donc ça, c'est le cadre global dans lequel vont s'inscrire les différentes choses. Après, il y a toujours la possibilité d'avoir des cadres qui vont être un petit peu spécifiques, mais on risque de rentrer dans quelque chose de très complexe. Voilà. Alors, on parle du portage salarial. Le GUSO, en fait, c'est une manière de cadrer les choses. Voilà, c'est ça, en fait. C'est une forme de portage salarial. Alors moi, pour avoir employé des comédiens dans le cadre de prestations de séminaires de formation, rien à voir avec le monde du jeu, je sais que j'étais très border dans le cadre du GUSO, qui est le guichet unique du spectacle occasionnel, et qui permet à des intermittents de pouvoir facturer justement des cachets, enfin plus exactement obtenir des cachets en percevant une rémunération salariée. Donc pour toi, tu veux dire qu'aujourd'hui, si je suis intermittent et que je suis MJ Pro, je peux légitimement passer par cette solution-là en France? Alors oui, mais pas si on est comédien. Parce qu'en fait, c'est toujours le problème du droit, où il y a toujours des cas particuliers, mais c'est parce que le fait d'être intermittent, comédien, ça suppose, quand on est MJ, finalement une activité de comédien également, puisqu'il y a une activité très très proche, puisqu'on va faire de l'animation, on va jouer des PNJ, on va mettre en place un scénario, donc un cadre qui est assimilable à une prestation proche de l'improvisation ou de la représentation théâtrale. Et du coup, ce cadre du GUSO n'est possible que si vous n'avez pas une activité à côté qui est spécifiquement liée à un domaine artistique trop proche du jeu de rôle. Sinon, ça doit rentrer dans cette activité globale. D'accord. Parce que alors là, je me permettais moi en parallèle là, de soulever cette question du portage salarial, parce qu'en France, effectivement, vous avez des sociétés de portage salarial. Vous allez leur amener finalement une mission chez un de vos clients, donc ça peut être effectivement une prestation de MJ, et eux vont facturer la prestation de service, hein, c'est le premier schéma que tu décrivais, Romain, et en contrepartie, ils vont vous établir un bulletin de salaire. Et donc, vous allez avoir cette rémunération-là sous forme de salaire, et c'est eux qui vont payer les charges sociales, les charges patronales, et vous allez leur dire, j'ai vendu pour 300 € une prestation, facturé 300 €, et toi, tu récupères un bulletin de salaire et tu mets ça dans tes revenus annuels. C'est ça. Ouais. Et en moyenne, les sociétés de portage, elles vont vous prendre entre 8 et 12% de frais de gestion pour l'opération. Donc, ça veut dire que sur les 300 € que tu as facturés, il va te rester 260, 270 € pour payer ton salaire net, mais également pour couvrir les charges sociales, les charges patronales, les congés payés, les machins, etc., que la société de portage salarial va payer à ta place. Donc bref, à la fin, il te reste 150 € en net. Ok. ça calme tout de suite. Quand on parle de chiffres, t'as vu tout de suite,
Un grand silence. Alors d'ailleurs, si on facture en auto-entrepreneur, on peut le dire parce qu'il y a un abattage fiscal de 34%. Et donc ça signifie que sur 300 €, on va enlever 34% de 300 €. Donc en fait, c'est la rémunération sur laquelle les impôts considèrent qu'on a effectivement gagné de l'argent. Les 34% étant censés combler à la fois les charges sociales, à la fois les frais de matériel, achat de. Et oui, on peut faire des débours aussi. etc. Enfin, il y a plein de choses à faire. On peut faire les débours, on peut faire plein de trucs. Ouais, c'est vrai que c'est un Voilà. long parcours. D'ailleurs, je vous invite à aller, pour ceux que ça intéresse. Je ne sais pas si les liens ont été mis, on a parlé tout ça et tout, mais pour ceux que ça intéresse, il y a le site de impôts.gouv. Hein. N'ayez pas peur, ils vont pas vous surveiller si vous cliquez dessus, mais où ils expliquent exactement le statut d'auto-entrepreneur, les statuts, ce genre de choses. Donc, si ça vous intéresse, il y a des sites officiels du gouvernement. Des fois, ils font des choses bien. Et là, en l'occurrence, c'est le fait. Donc voilà, donc allez-y, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait personnellement il y a 3 ans, hein, donc je peux en parler. Donc les sites ont été très bien et j'étais une quiche et j'ai réussi à faire mon truc. Ça se fait en très peu de temps. Et alors, je peux même ajouter que en cas de difficulté de compréhension, si j'ose dire, ou de volonté de lever des doutes parce qu'on estime que on va organiser une partie sans maître du jeu. Alors, comment ça se passe si on est sans maître du jeu alors qu'on se dit oui, mais moi j'organise la partie, donc je suis quand même le MJ professionnel, mais du coup il n'y en a pas, etc. Donc on peut avoir des petits cas particuliers dans lesquels on a l'impression qu'on ne rentre pas. N'hésitez pas à aller voir l'administration fiscale, prendre un rendez-vous avec elle. Les personnes qui travaillent à l'administration fiscale sont extrêmement disposées à renseigner. Et vous aurez toutes vos craintes qui seront levées parce qu'ils chercheront à comprendre exactement ce que vous allez faire pour vous accompagner dans vos démarches. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter du tout à faire ce type de démarche. D'accord. Moi, je suis basée au UK, donc les statuts ici, c'est légèrement différent. Mais si c'est, et je pense que c'est assez similaire sur certains points, il y a un autre élément à garder en tête qui est la responsabilité en cas de faillite aussi. Sur est-ce qu'on est responsable sur ses propres biens, si on est entrepreneur par exemple, versus si on a monté une société, c'est la société qui va faire faillite et pas vous. Qui est un point, je pense, qui peut être intéressant de développer également. Ok. Alors, pour développer ces aspects, effectivement, si vous avez, si l'activité elle est exercée par une société ou une personne morale dans laquelle vous êtes inclus, votre patrimoine personnel est relativement protégé. Je dis relativement parce que dans certaines sociétés, ça ne sera pas le cas. Mais en tout cas, si vous êtes employé en termes salarial par une personne morale, vous ne risquez absolument rien. Donc, on peut très bien imaginer un montage dans lequel vous vous dites, moi, je crée une société, ça devient compliqué, mais vous créez une société qui va facturer les gens et cette société qui est la vôtre, va vous rémunérer en qualité de salarié. Voilà, comme ça, vous êtes vraiment complètement protégé, etc. En revanche, si vous êtes vous passez par le portage salarial, vous n'avez pas de risque de faillite. Au pire, vous n'avez qu'un risque de ne pas gagner d'argent. Et puis, si vous êtes auto-entrepreneur, effectivement, là, vous pouvez éventuellement faire faillite. Et faire faillite, la question est toujours celle de est-ce que vous avez généré des dettes? Parce que dans le système, entre guillemets, classique des indépendants, ce qui peut générer de la faillite, c'est notamment les charges sociales parce qu'elles sont décorrélées du chiffre d'affaires encaissé dans un premier temps et elles sont calculées à l'avance, etc. Donc ça peut être effectivement une problématique. Vous pouvez avoir une problématique de local commercial que vous louez pour exercer votre activité qui génère des dettes fixes chaque mois. Si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez l'habitude de vous déplacer chez vos clients, en priori, sauf si vous avez eu un investissement ou vous avez eu la nécessité d'avoir un prêt en banque, vous ne pouvez pas générer de dettes qui pourraient poser problème et vos cotisations ne sont calculées mois par mois, si mes souvenirs sont bons, que sur le chiffre d'affaires réellement encaissé. Donc en fait, elles sont de l'ordre de 22%, je crois, à peu près. Voilà. Ok. Donc bon, ça c'était le côté
statut légal. On va aborder un autre sujet qui va faire discuter, je pense, un petit moment. On va parler des droits, des droits d'être énumérés, de la propriété intellectuelle. Est-ce qu'on doit faire appel à la SACEM? Est-ce qu'on doit faire appel à ce genre de choses? Moi, je me suis rapproché d'un éditeur. Je vais lancer le sujet, je vais lancer le pavé dans la mare. En tant que modo, c'est pas mal. Je me suis rapproché d'un éditeur français. Je vais poser la question. Hein, c'est quelqu'un que je connais un petit peu personnellement. Je vais poser une question. Donc, il m'a fait une réponse amicale. C'est pour ça que je ne le citerai pas parce que c'est pas une version, c'est pas une question. Il m'a pas donné une réponse précise juridique. Donc, justement, Romain, tu pourras plus nous aiguiller. Parce que moi, je m'étais posé la question de savoir si on avait le droit de prendre. Moi, j'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit de prendre? Je sais pas. Je vais prendre. Là, j'en ai plein. Donc, je vais prendre n'importe quel jeu. Je vais prendre mon Star Wars. Dernière édition, la propriété intellectuelle de Star Wars ne m'appartient pas, hein, ça se serait sinon. Je vais faire une annonce sur un groupe Facebook que j'ai. Je vais dire voilà, je suis MJ, j'ai une table cet après-midi, je suis MJ Star Wars, je fais payer 20 € la place pour faire jouer à Star Wars. Est-ce que j'ai le droit? Alors moi j'ai demandé à l'éditeur, hein, j'ai demandé à un éditeur de jeu. Il m'a dit que non, que j'avais pas le droit de faire quelque chose. La propriété intellectuelle ne m'appartient pas. J'ai pas le droit de gagner de l'argent sur la marque Star Wars et sur l'éditeur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un vide juridique? Puisque c'est quand même une activité nouvelle. Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc Romain, est-ce que tu peux plus nous éclairer là-dessus? Ou est-ce que je vais être obligé de faire ça au black, comme mon vendeur de drogue tout à l'heure, qui... À toi, Romain. Alors, c'est une question évidemment très intéressante. Là, ça c'est le juriste qui ne veut pas se mouiller. Il commence toujours par « c'est une question très intéressante ». Merci de me l'avoir posée. Alors, c'est une question très intéressante et qui est comprise de manière très différente en fonction du fait qu'on est dans un système anglo-saxon et dans un système de droit européen. Alors, d'abord, la question naît du fait que la plupart des jeux de rôle sont nés aux États-Unis et donc on est dans un système qu'on appelle le copyright et dans lequel les brevets, le droit des brevets aussi est assez étendu. Donc sur le système de jeu, c'est-à-dire comment on va calculer les résultats au dé, est-ce qu'on utilise un D10, un D20, est-ce qu'on utilise le système Shadowrun, etc. Sur le système 2D, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est protégeable parce qu'on estime que c'est comme un algorithme, c'est quelque chose qui peut être protégé en soi parce qu'il y a une certaine forme d'appropriation potentielle et c'est pour ça qu'on a des systèmes qui sont dits libres comme GURPS, etc. Et qui sont des systèmes génériques ou alors on dit ça a été mis sous Open Game License. Ouais. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont typiquement liées au droit des États-Unis, au droit de common law, parce que l'appropriation de ces systèmes est possible. En Europe, ça n'est pas possible, parce qu'on estime que ce sont des systèmes génériques, quelle qu'il soit la complexité, quelle que soit la manière dont ils fonctionnent. Donc en fait, réutiliser le système de jeu Star Wars, par exemple, ou Shadowrun, etc., c'est complètement libre de droit, parce qu'on ne peut pas protéger des idées en Europe, et donc là, on considère que ce sont des idées. La seconde partie de la question, c'est est-ce que l'univers de Star Wars, lui, est protégé ou est-ce que Warhammer est protégé, etc. Donc ça voudrait dire que là, on se pose la question de manière beaucoup plus précise, et on pourrait faire déjà une première distinction qui est, d'un côté, on a les univers qu'on va appeler futuristes, par exemple, pour Star Wars, voilà, ça se passe, c'est Space Opera. Bon. Eh bien, tout ce qui est Space Opera, si vous le faites de manière sans référence à Star Wars, vous avez évidemment le droit de le faire sans aucune difficulté. Si vous réutilisez l'univers spécifique de Star Wars, eh bien là, on a une jurisprudence très intéressante sur un ouvrage qui s'appelle La bicyclette bleue de Régine Desforges, où elle a été attaquée en contrefaçon par l'équipe des héritiers de Autant on emporte le vent, en disant vous avez contrefait Autant on emporte le vent. Et les juridictions ont eu plusieurs appréciations distinctes en disant oui, c'est vrai que ça se ressemble, il y a des similarités, néanmoins les similarités font que ça n'est pas suffisamment précis pour pouvoir considérer qu'il y a une contrefaçon en tant que telle. Alors,
La grande différence, c'est que le droit de la propriété intellectuelle a d'abord été fait comme étant quelque chose qui se fixe sur un support. C'est-à-dire soit sur un support écrit. C'est-à-dire, je fais une partie de Star Wars, j'arrive avec mon livre de base Star Wars, et j'ai photocopié des pages que j'ai distribuées aux joueurs parce que, franchement, c'est plus pratique. Là, je n'ai pas le droit de le faire. C'est un droit de reproduction qui est interdit parce que je reproduis à l'identique. Et j'insiste sur le à l'identique. Quand je mets en place une pièce de théâtre et que je joue le texte de la pièce de théâtre, eh bien là aussi, c'est quelque chose qui est reproduit à l'identique, puisque les propos des auteurs ont été rédigés, et donc les prestations artistiques qui sont faites autour de soi sont cadrées, et ça s'appelle le droit de représentation. Le jeu de rôle, c'est très différent, puisque il y a une part d'improvisation qui est relativement forte, et donc on doit distinguer entre d'un côté le scénario qui a été préétabli par quelqu'un et qui le vend comme tel, et le jeu brut, si j'ose dire, dans lequel on va faire œuvrer un scénario sur lequel on est la personne qui a créé finalement le scénario. Donc lorsque l'on est maître de son scénario, on n'a aucun droit à donner à l'éditeur du jeu. On est vraiment dans une prestation artistique assimilable à de la mise en scène d'improvisation. Donc il n'y a pas de difficulté sur ce point. Lorsqu'on est sur un scénario préétabli qui est très structuré et qui a été édité par un tiers, la maison de jeu en elle-même est titulaire effectivement des droits sur ce scénario, et il ne devrait y avoir de droit, et là je dis il ne devrait, c'est inconditionnel, de droit à payer que si c'est fait dans le cadre d'une présentation qui est sur un support écrit, enfin un support durable, c'est-à-dire je fais un actual play, c'est de la représentation finalement qui est diffusée, donc je fais une exploitation commerciale de la représentation. En revanche, sur le fait que la personne qui va vivre le scénario, elle est dans une salle avec juste ses amis joueurs et il n'y a pas de fixation, si j'ose dire, de ce qui se produit dans ce cadre-là. La seule chose qu'on doit faire, c'est payer les droits pour acheter le scénario en tant que maître du jeu, mais après, la réutilisation de ce scénario ne doit pas donner perception de droits supplémentaires pour l'éditeur. Pour l'éditeur, d'accord. Voilà. Donc ça répond à la question de Chris, justement. C'est ça, j'allais répondre là-dessus, où Chris nous demandait si faire jouer un scénario officiel entrait-il dans le cadre de la propriété intellectuelle. Donc effectivement, tu as très bien répondu, Romain, par anticipation, donc très bien. Donc achetez les scénarios des éditeurs, les MJ Pro, faites-vous payer pour animer, mais vous n'avez pas de droit à reverser. Entre guillemets, vous avez déjà payé votre patente. Voilà. Alors après, du coup, je vais aller sur la question probablement suivante. Alors peut-être qu'il faudrait que je laisse passer le modérateur. Vas-y. Qui va m'interroger, qui va me dire « Oui, mais enfin, Romain, quand tu utilises une carte pour déplacer les personnages, quand tu mets de la musique en fond sonore pour mettre de l'ambiance quand même, est-ce qu'il y a des droits là-dessus ?» Parce que c'est quand même une question que tout le monde se pose. Alors Romain répond, voilà. Donc la réutilisation de la carte, c'est exactement pareil. Si vous le faites sur un support non durable, c'est-à-dire pas une projection vidéo qui sera mise sur YouTube, etc., dessus, vous payez la carte en tant que telle. Et je tiens à préciser d'ailleurs que tout ce qu'on trouve dans Google qui est donc libre d'accès et de téléchargement, ça ne signifie pas que c'est libre de droit. Je tiens à le préciser parce qu'il y a parfois une petite confusion dessus. Et pour la musique, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous... Alors, c'est pas tout à fait pareil, pardon. Il y a une petite nuance qui est que lorsque vous utilisez de la musique en fond sonore, vous devez prendre des droits auprès de la SACEM. C'est spécifiquement prévu lorsque c'est une prestation non dansante. Voilà, c'est comme ça qu'ils mettent hors prestation dansante. Il y a la nécessité effectivement de payer des droits. Alors évidemment, si vous êtes juste dans une salle A4 et que vous n'avez A4, alors c'est pas une salle comme une page format A4, je veux dire avec 4 joueurs, voilà. Si vous êtes dans une salle avec 4 joueurs et que seuls eux entendent à ce moment-là la prestation, effectivement, en théorie, vous êtes redevable de la SACEM, mais il est probable que personne ne vienne vous parler. En revanche, si vous mettez ça dans une vidéo d'Actual Play, il est évident que là, vous avez un droit qui sera non seulement sur celui de la prestation fond sonore, mais également sur un droit de diffusion, parce que la musique devient un élément réutilisé sur format durable et en plus diffusé d'un point de vue commercial. Donc là,
je dirais, si vous avez un actual play à faire, la question des droits est absolument primordiale, y compris pour la map. Hein. Pour la map, là, c'est une diffusion qui sera différente et pour laquelle vous avez une reproduction qui est faite. D'accord. Toi, Marie, donc là, c'était le côté romain, pour le côté plus français. Toi, tu as déjà été confronté à ce genre de situation sur les droits UK? On t'a déjà demandé, on t'a déjà dit, tu t'es déjà retrouvé en te demandant si tu avais le droit ou pas de faire ça, d'utiliser tel ou tel système ou tel jeu. Enfin, système, on a vu qu'on avait le droit, mais tel ou tel jeu, licence. Moi, j'avoue, là-dessus, je demande systématiquement à soit l'éditeur du jeu, soit le créateur de la carte, soit le créateur de la musique. D'accord. Avant de l'utiliser, j'obtiens un go. Et la plupart du temps, je fonctionne d'une manière où je supporte les créateurs qu'on utilise sur Patreon. Ouais. Et eux, derrière, autorisent le fait que j'utilise leur musique, leur carte, etc. dans un jeu. D'accord. Bah d'ailleurs, c'est intéressant. Donc, tu vois, tu leur demandes et je pense que tu n'as jamais eu de réponse négative. Je pense que tu n'as jamais personne qui te dit oui. Parce que mine de rien, on peut même comprendre que ça leur fait un petit peu de publicité et ça peut aussi les aider et les faire connaître. Voilà. Alors, par contre, là où j'ai eu des problèmes, c'était si je voulais jouer des grosses licences. Par exemple, à un moment, je m'étais dit, je vais jouer du Donjons et Dragons. Ou non. Non, ça là, ils sont pas du tout d'accord. Là, du coup, j'ai demandé à leur équipe légale si c'était possible, même en payant une licence, de pouvoir le jouer via mon site internet. Avec, bien entendu, l'intérêt de jouer du Donjons et Dragons, c'est de pouvoir mettre le logo Donjons et Dragons sur son site internet. Et là, par contre, ça a été un non direct. Dans ces cas-là, il n'y a rien à faire en un sens. Hein. Faut respecter parce que de toute façon, ça vaut pas. Moi, mon approche là-dessus, c'est même si en faisant des virouettes légales, on pouvait le faire, ça ne vaut pas le coup d'avoir leur équipe légale qui vient toquer à leur porte pour demander une cessation. Surtout qu'ils sont blindés. Je pense qu'on a eu quelques exemples ces derniers temps dans le monde ludique. Je pense que quand les équipes légales des grosses boîtes commencent à tomber sur les uns ou sur les autres, ça peut vite faire mal, je pense. Voilà, c'est ça. Ok. Donc on a... Vas-y Cédric, justement. Moi j'ai l'exemple de la partie JDR sur la croisière, puisque pour le coup moi je vendais un séjour et donc je voulais que l'on offre aux rôlistes une expérience un peu particulière et donc d'abord moi j'ai déjà payé des auteurs. Donc j'ai rémunéré un collectif de 5 auteurs et un illustrateur pour nous faire une campagne qui avait plein de liens avec donc l'expérience qui serait vécue pendant la semaine. Et puis après, effectivement, il a fallu la faire jouer et j'ai demandé à mes auteurs, tiens, quel système on va utiliser? Parce que je voulais qu'on ait un système de jeu qui soit également un peu vendeur. Alors, il se trouve qu'ils m'ont proposé de travailler avec Chill. Et donc là, nous, on s'est rapprochés de l'éditeur français AK Games. Et comme tu l'as dit, Marie, nous, notre démarche a été de dire, est-ce qu'on a le droit de le faire? Si on le fait, dans quelles conditions? Et là, pour le coup, on a une réponse de cet éditeur qui était de dire, non, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Vous mettez notre logo, vous nous citez. Et donc, de fait, moi, je n'ai pas eu à payer de droits spécifiques. Et c'est marrant, en préparant cette conférence, je me suis peut-être rendu compte qu'on avait été border, parce que nous, comme la croisière, elle s'est jouée dans des eaux internationales, je me suis adressé à une société commerciale française qui probablement avait la possibilité de s'engager pour ce système sur le territoire français, mais pas forcément dès qu'on était à X milles des côtes. Donc voilà. Alors du coup, je rebondis également sur l'utilisation, parce que là j'ai parlé de l'univers, j'ai parlé du système de jeu, je n'ai pas parlé de la marque. Et alors aussi torturé qu'on puisse l'imaginer, ce sont des éléments qui sont distincts. Donc la marque effectivement pose plus de problèmes. Donc qu'est-ce que c'est qu'une marque? Une marque, c'est un signe distinctif qui peut être sonore, écrit, graphique, ça peut être une couleur. Il y a des couleurs qui sont déposées au titre des marques. Et je pense à la couleur de la première Twingo, pour ceux qui ont connu ce véhicule. Voilà, cette couleur un peu mauve particulière, c'était une marque en soi.
Et donc la réutilisation d'une marque ne peut être faite que dans des cadres très bordés et ne peut jamais faire l'objet d'une exploitation commerciale sans l'autorisation du titulaire de la marque. Donc qu'est-ce que c'est le fait de parler d'utiliser une marque de manière ce que j'appellerais exceptionnelle? C'est vous créez un groupe de discussion, un forum de discussion et vous utilisez Warhammer, voilà, c'est une marque pour désigner le fait que vous allez parler de cet univers, etc. Eh bien, il n'y a pas de difficulté à le réutiliser parce que c'est ce qu'on appelle le droit de citation. C'est une référence nécessaire pour pouvoir parler de quelque chose. Vous avez la possibilité du coup de pouvoir utiliser un certain nombre de marques, y compris Donjons et Dragons. Si c'est pour dire, voilà, moi j'aime bien le système de Donjons et Dragons version 3.5, c'est mon jeu préféré. Eh bien, le titulaire de la marque ne peut pas vous attaquer en justice parce que vous avez utilisé sa marque dans vos propos. La grande question qui va se poser, c'est « Bonjour, je suis MJ, je vous propose de faire une campagne sur Donjons et Dragons version 3.5. Vous n'utilisez pas le logo de la marque parce que vous savez que là, pour le coup, vous allez d'avoir l'autorisation de la marque. En revanche, si vous dites je vais jouer à Donjons et Dragons version 3.5, vous faites référence à un système de jeu qui est spécifique et qui est là, pour le coup, protégé par la marque. Dans la mesure où c'est pour vendre une prestation qui est commerciale, qui vous est propre, effectivement, vous devez avoir l'autorisation de pouvoir le vendre de cette manière, parce que il est évident que les joueurs vont venir jouer avec vous, parce que c'est ce système-là spécifique. Donc, ce qu'ils viennent chercher, c'est cette marque. C'est pas le fait que vous soyez, vous, le meilleur MJ de la planète et qui se disent « mais moi, je veux absolument jouer avec lui. Ah tiens, c'est Donjons et Dragons. Bon, tant pis, je vais quand même jouer avec lui parce que c'est ce qui m'intéresse. » Donc, il y a cette distinction, si vous voulez, qui est importante. Mais après, pour certaines choses, je pense par exemple à la marque Frigidaire, par exemple, tout le monde sait qu'un frigidaire, c'est un réfrigérateur. Mais au départ, Frigidaire était une marque. Et il a eu tellement de renommée que sa marque est devenue un terme générique. Et en fait, la limite du droit des marques, c'est d'utiliser des mots de la langue courante. Donc, une marque ne peut pas être déposée si elle utilise un mot courant. Donc, je pense par exemple à un jeu que j'apprécie qui s'appelle Over the Edge et qui a été traduit en français par Conspiration. Conspiration ne peut pas être une marque de jeu. Parce que c'est un mot générique de la langue française. Voilà, donc c'est trop générique. Par contre, Donjons et Dragons, c'est en anglais, la marque existe en anglais. En français, elle existe également. Par contre, c'est devenu un système tellement commun qu'il est fort probable que si les détenteurs des droits venaient nous attaquer en disant je vais faire une partie qui utilise le système Donjons et Dragons, sans autre forme d'explication, eh bien, on puisse comprendre où ça se passera dans un univers similaire à Donjons et Dragons. Eh bien, des références de ce type ne sont pas susceptibles d'être pouvoir protégées par les titulaires de la marque. Voilà. Alors, c'est des questions vastes et complexes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que tout le monde va être assommé. Mais en attendant, voilà un point de vue sur cela. Il y a Pierre, alors, je dois dire qu'il y a sur le chat qui est arrivé. Je tenais à dire qu'il y a un intervenant qui est arrivé qui était un petit peu à la bourre, enfin on a eu des soucis surtout de connexion. Donc bonjour Iago, je ne sais pas si tu nous entends, si on t'entend. Oui, bonjour, tout à fait, effectivement. Voilà, donc qui est arrivé, et on a Kerlat qui est toujours en train de se battre. Oui, il n'y a pas de mal. J'ai vu que c'est notre première conf, on va y arriver. Oui. Donc voilà, donc bienvenue. Donc je n'hésiterai pas à revenir vers toi Iago, puisqu'on a déjà attaqué certains aspects. Et juste pour rebondir sur l'exemple de Frigidaire, donc Pierre nous disait que Rollist, avant de devenir un nom commun, était une marque jusqu'en 94 sur le chat. Donc, donc voilà. Quel visionnaire. Ok, donc là on a eu la réponse quand même du juriste. Et du coup pour Cyberpunk, Cyberpunk ça n'est pas une marque.
Il y a, Je parle d'une actualité, hein, voilà. bien sûr, ouais. Le mot cyberpunk Il n'y utilisé. a que la police qui est une marque, non? Même pas? La police, elle est Comment? même pas une marque? La police n'est pas une marque? Parce que par exemple, Disney a déposé Ah. la police. Alors, la manière dont c'est graphié, Voilà, c'est ça. effectivement, ça va être une marque. Comme par Disney, contre, il y a eu un grand le scandale dans mot le sud de la cyberpunk France. en lui-même, voilà. Il y a eu un grand scandale dans le sud de la France il y a 2 ans ou 3 ans. Un magasin qui a été obligé de retirer sa devanture parce qu'il avait utilisé la police de Disney et ça s'est su. Mais la police de caractère peut être en soi effectivement, c'est quelque chose protégé par le droit d'auteur qui peut D'accord. aussi être déposé en qualité de marque. D'accord. Ok. Donc on va passer au salon suivant, enfin au thème suivant. Donc c'est bien beau, on devient MJ, on se fait payer, on fait la prestation, on a le droit, on a demandé les autorisations, on a le droit, on a monté son statut d'auto-entrepreneur, on a tout fait, tout va bien, tout nickel, on a le droit. Maintenant, le MJ professionnel, est-il au service des joueurs? Comment il peut assurer sa prestation? Justement, je vais venir vers toi, Yago, vu que tu es le dernier arrivé pour donner un petit peu la parole. Donc comment tu peux... préciser cette question parce qu'elle m'a l'air un peu... surtout parler des attentes. Est-ce que c'est les joueurs qui vont définir ce que va produire le MJ engagé professionnellement parlant, ou est-ce que le joueur va dire je paye à MJ puis je te fais confiance? Comment on peut... En fait, c'est un contrat. Ouais. Donc, comme dans n'importe quel contrat Vas-y, je te laisse. d'entreprise, vous allez vous mettre d'accord sur le nombre d'heures effectuées, le boulot effectué, combien de temps, quelles prestations. Et effectivement, ça doit avoir lieu avant. Et peut-être que, par exemple, certains... Alors, je vais employer des mots simples comme, par exemple, un client. D'accord? Ouais. Peut-être que certains clients ont des demandes spécifiques. Par exemple, ils veulent jouer à tel jeu ou dans telle heure. Et peut-être que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus intelligent de les renvoyer vers quelqu'un qui veut. Du coup, c'est à vous, évidemment, de vous mettre d'accord. Il n'y a pas de rapport de... On n'est pas un féodé, quoi. C'est un contrat, tout bête. Oui. Par contre, excusez-moi, je coupe peut-être, mais est-ce qu'il y a le son? Ah, Kerlaft est arrivé. Oui. Donc, on a entendu qu'il après avoir vécu sa petite péripétie en voiture, dans son salon, voir son petit mignon. On t'a suivi. Donc Iago et Kerlaft, donc les deux derniers intervenants qui viennent d'arriver dans la... Et on t'entend. D'accord, c'est appuyer pour parler, c'est ça? Ouais, si tu peux les activer, c'est mieux, mais si tu as réussi à faire ça, reste là, bouge plus. D'accord, Vas-y, parle. Pour Discord, je m'excuse auprès de tout le monde. Il n'y a pas de mal. Oui, voilà, donc comme tu disais, Iago, avoir une prestation, un contrat social, un contrat moral avec ce que tu vas demander en tant que... Là, on est pour MJ professionnel, c'est un bête contrat physique. C'est pas un contrat... Il y aura un contrat moral, évidemment, quoique je n'aime pas du tout ce terme. Oui, moi non plus. Qui est un peu inventé sur le pouce. Mais oui, pardon. Excuse-moi, Yago, est-ce que ça veut dire que quand tu parles de contrat, ça passe nécessairement par la matérialisation d'un écrit qui est signé, et donc ça veut dire qu'il y a un périmètre très précis de ce que toi tu vendrais et de ce que tes clients t'achèteraient? Ou c'est juste une discussion plus ou moins formelle et on jette 2-3 trucs sur une feuille de papier ou dans un mail préalablement à la partie? Alors, moi, j'aimerais préciser que je représente la partie client de cette... donc, c'est-à-dire que moi, je suis là pour acheter des choses. Je vous parlais, c'est mon expérience. Donc, par exemple, si tu me fais une prestation et tu me dis je suis MJ professionnel et tu vas me rémunérer, oui, je m'attends à ce que tu me fasses un contrat avec genre une TVA, histoire que ce soit légal. Ou alors, tu me dis je suis un ami à moi, file-moi 50 balles et je te masterise un truc. Oui, le black, quoi, comme on disait tout à l'heure. Oui, donc, effectivement, que nous n'abordons pas aujourd'hui. Moi, c'est ça, voilà. C'est un contrat, quoi, ouais, comme n'importe quel contrat, comme quand je vais travailler. Alors, je parlais pas de la question fiscale, TVA, black, pas black, ça on l'a abordé précédemment avec Romain. C'était plus de finalement ce que j'achète dans ta prestation, dans la prestation du MJ, hein, puisque tu te mets côté joueur, et donc ce que je m'attends à vivre comme expérience ludique qui va être caractérisée. Tout à l'heure, Marie parlait d'arc narratif, où elle dit nous sur des prestats de 2 heures, on est certain qu'en 2 heures on fait bien l'intro, la méga scène d'action et l'atterrissage, la conclusion. Ça veut dire que toi, quand tu achètes ça, tu le mets par écrit, et donc ça veut dire que tu sais précisément ce que tu as acheté. Je vois ta question. En fait, c'est une prestation artistique et on ne peut pas évaluer une prestation artistique. Je
Je peux pas dire, par exemple, la Vénus de Milo, il n'y a pas les bras, il n'y a pas les jambes 3/5. C'est-à-dire Van Gogh, dessin d'enfant, machin. Donc, d'une certaine manière, en fait, moi, en tant que client, la seule chose que je peux évaluer, c'est est-ce que vous valez l'argent que vous me demandez. Par exemple, tu me dis, tiens, passe-moi 10 € et je te fais jouer tes 4 joueurs. Ou tu me dis, tiens, il me faudrait 50 € par personne, je vais vous faire jouer que 3 heures, mais c'est une aventure de ouf. Vous imaginez bien que j'ai pas les mêmes attentes. Donc du coup, savoir si vos prix sont en adéquation avec votre prestation performance. D'accord. Oui, ça se. Mais du coup. Ouais, mais alors juste. Pardon, Vas-y, Cédric. Vas-y, Cédric, c'est toi. Non, donc je disais, mais donc comment est-ce que tu vas sur quels critères et sur quel degré de formalisme et d'engagement tu vas finalement te décider à prendre le MJ à 10 € ou le MJ à 50 € par personne? Alors, qu'est-ce que c'est les critères de formalisme et d'engagement? Bah, ça veut dire qu'à un moment, je vois bien que dans ton esprit, tu dis il faut bien que je mette en face de la valeur de la prestation, du contenu qui va venir effectivement être une promesse sur le temps qu'on va passer. Donc, donc moi, ma question, c'est est-ce que tu poses des questions précises à ton MJ? Est-ce que tu lui demandes de te raconter ce qu'il met? Est-ce que par exemple dans les 50 € il y a du son et ça justifie peut-être de verser des droits à la SACEM? Est-ce que ça veut dire qu'il amène du matériel, des figurines, que sais-je? Est-ce que ça veut dire que ça rémunère des talents d'orateur, de comédien qu'il va avoir et donc il te promet des super scènes de roleplay? Est-ce que ça veut dire que le gars il a été certifié par l'éditeur pour maîtriser les règles du jeu parfaitement sur le bout des doigts? Enfin, c'est la discussion, elle se construit comment? Parce que moi, ça m'est jamais arrivé de payer un MJ pour me faire jouer. Donc voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais. Ah d'accord. En fait, déjà, ça va être... moi, je considère que en tant que maître de jeu vieux briscard aguerri, je vais avoir pas mal de demandes que n'auront pas le gars. Vous voyez, c'est par exemple, quand je vais acheter une voiture, moi, j'y connais rien aux voitures, donc je vais écouter le vendeur. Il va me dire, ah ouais, regardez, il y a des sièges en cuir, des autoradios et tout. J'ai un ami, son métier, c'est de construire et de réparer des voitures dans une grande entreprise que je citerai pas ici. Donc quand lui va acheter sa voiture, je vais vous dire qu'il passe sous le capot, il ouvre tout, il regarde des bielles, il pose des questions que le vendeur il avait même pas prévu, quoi. Du coup, est-ce que le MJ est en train de m'arnaquer, c'est-à-dire qu'il va me demander une somme folle en me faisant croire avec 3 effets de manche et un bout de chapeau et un faux accent de gobelin que c'est le meilleur MJ du monde? Ou est-ce qu'au contraire il y aurait une préparation de fou furieux derrière qui en définitive fait que ce que je paye n'est rien par rapport à la valeur auquel il a mis? Ça c'est que du cas par cas. Et c'est que, en fait, du feeling. Pour moi, j'irais plus à dire qu'un client lambda ne peut pas savoir si son maître de jeu est bon ou pas, parce que son maître de jeu pourra l'impressionner sans être bon. En le mettant tout bêtement au centre de l'histoire et tout ça. Donc pour moi, c'est très complexe comme question à laquelle j'ai essayé de répondre. Mais en fait, c'est une question super vaste. C'est en fait au MJ de mettre ses tripes sur la table, on va dire, de dire voilà, moi je te propose ça, ça vaut tant. Et d'accepter le risque qu'ont tous les artistes en fait qui montent sur scène, c'est de se prendre carrément des tomates, quoi. Oui, bah oui. Et ça, j'avoue que c'est un peu la démarche artistique, la douleur de l'artiste, qui est que ouais, il faut se dire, et c'est pour ça que beaucoup de gens ne se lancent pas, ou vous disent ah oui, mais je sais pas combien ça vaut et tout. C'est une vraie peur en soi-même de se dire putain, ça se trouve quand je joue avec mes potes, j'étais bon, genre quand je joue du guitare à la famille à Noël, mais si je demande 30 balles à ce gars-là pour lui faire une partie, il va me déchirer. Ouais, peut-être. Vas-y, excuse-moi, Carla, tu avais quelque chose à dire. Je me permets un petit peu pour une fois que je peux parler. On avait essayé pendant 20 minutes, hein, ceci dit. Tout à fait, c'était compliqué. Donc là, je suis rentré à la maison exprès. Je me ferai engueuler peut-être par mon épouse parce que vas-y. ma belle-sœur a déménagé, mais me voilà. Voilà, on a abordé souvent cette question par différents points, différents aspects. J'aurais bien aimé centrer déjà un petit peu le débat dès le départ ou voir par rapport à l'intro. Je vous dirai une petite conclusion à la fin sur le côté que le côté MJ peut rester gratuit et bénévole comme il a toujours été. Là, on est dans des cas particuliers, d'une offre et d'une demande. Et je sais pas, parce que j'ai pas tout écouté depuis le début, il y a des moments où j'avais pas le son. Il y a une notion qui va, à mon avis, régler un petit peu tout ça, de cette rencontre entre l'offre et la demande, c'est le contrat social et la discussion, en fait, symbolisée par la discussion que vont avoir le MJ et
le client, entre guillemets, voire même, peut-être même dans l'inverse, hein, peut-être un MJ qui est prêt à payer des gens pour faire jouer sur un scénario, une campagne qu'il a créée, et il veut des joueurs spéciaux qui vont faire ce qu'il veut, etc. J'en sais rien. Tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est une demande spécifique avec une offre spécifique. Et le fait qu'elles vont se rencontrer, ça va être un échange. Et c'est cet échange qui va définir, savoir si ça peut coller ou pas. Alors effectivement, il y a toute cette notion de risque on va se dire je me suis fait avoir ou pas. Donc peut-être penser à quelques questions, être capable de pouvoir dire ce qu'on attend et avoir l'honnêteté de dire est-ce que je suis capable de te l'apporter, se projeter un petit peu. De toute façon, chacun va donner le meilleur de lui-même pour trouver ce qu'il vient chercher. Et pour moi, le point le plus important par rapport à tout ça, ça va être cette discussion préalable qu'on appelle, pour moi, le contrat social, au-delà d'une X-card, au-delà d'autres choses. C'est bon, je fais ça naturellement depuis longtemps. On peut le faire à différents niveaux. On doit peut-être faire de manière un petit peu plus poussée pour un MJ payant. Mais moi, ce que je fais quand je connais pas bien mes joueurs, ou avant de me lancer dans une campagne, un scénario ou autre, je suis capable de leur demander, à moins que je les connaisse vraiment parfaitement, mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes, mais je leur demande, vous voulez trouver quoi? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Qu'est-ce que vous attendez que je vous apporte? Oui. Est-ce qu'on s'oriente plutôt comme ci ou plutôt comme ça? Vers eux, oui, c'est ça. Voilà, et c'est cette démarche qui pour beaucoup est comment dire, est tacite, mais qu'il faut obligatoirement avoir de manière à s'assurer que ce qu'on va offrir aux joueurs et ce qu'ils vont être capables de nous rendre sont en adéquation. Et surtout s'il y a de l'argent en jeu au bout. Pour moi, tout se symbolise autour de là. Alors, après, de là à avoir une grille, c'est tellement subjectif que ça devient très compliqué. Mais par contre, il faut être capable de se poser les bonnes questions avant de se lancer, de dire, voilà, je suis venu rechercher ça. On a pas mal discuté avant de ces sujets, que ce soit la discussion qu'on a eue il y a 2 jours sur les réseaux sociaux ou toutes ces années durant quand on a créé MJ Mercenaires et le reste. C'était il y a 2 ans. Comment? C'était il y a 2 ans qu'on a créé. C'était il y a 2 ans. Oh, j'ai l'impression que ça a toujours existé. Non, je sais, mais fais pas du drama, on est en... Non, pour moi, c'est cette base. Dès que j'ai entendu les premiers reportages sur le contrat social, je me dis mais c'est ça qui symbolise ce qu'on fait au début et ce qui fait que ça colle entre les joueurs et le MJ. J'aimerais rebondir un instant là-dessus. Marie, est-ce que justement je voulais savoir si Marie est toujours là. Oui. Ouais. Justement, pour revenir à côté, après Yago, je reviens vers toi. Justement, c'est intéressant ce qu'a dit Yago et ce qu'a dit Kerlat. Au niveau, toi justement, quand tu fais ta presta, puisque toi tu as une expérience vraiment là-dessus aussi en tant qu'MJ, est-ce qu'il y a comment les gens ils te font, tu as des feedbacks, tu as un système de notation, j'aime pas ce mot, mais faut bien le prononcer. Comment ça se passe toi de ton côté dans ta structure? Alors, moi, je vais séparer ça un peu en sous-parties. D'abord, à dire que le contrat social commence avant la première discussion avec le joueur. C'est est-ce qu'on a un site internet où on décrit ses prestations? Est-ce que sur son site internet, on mentionne exactement ce à quoi les joueurs peuvent s'attendre dans une partie? Donc, musique, carte en minimum, par exemple. Enfin, carte dessinée par des artistes. C'est le minimum auquel le joueur peut s'attendre dans une prestation. Est-ce que sur le site internet, il y a aussi des éléments comme la condition d'annulation? Parce qu'il faut en parler aussi de si le joueur décide au dernier moment de ne pas participer à la partie. En tant que MJ, déjà, on a booké un slot pour le joueur, mais le joueur, ou pareil, si en tant que MJ, on annule. Comment ça se passe dans ce genre de questions-là? Et après, des petits éléments légaux derrière, du style gestion des données, GDPR, etc. Oui. Donc ça, c'est la partie purement promesse. Avec c'est ça, est-ce qu'on a produit du contenu en tant que MJ qui montre ses capacités?
Donc, est-ce qu'on anime, par exemple, un actual play où les joueurs peuvent nous regarder jouer? Est-ce que on publie des articles sur le JDR? Est-ce qu'on anime une communauté Facebook, Discord, Tumblr ou autre, etc. Ça pose déjà un premier cadre de confiance, en un sens, avant d'animer la discussion. Après, derrière, il y a le contrat même et la discussion avec le client. Donc, si c'est une multipartie ou une partie customisée, là, complètement, c'est très important d'avoir ce moment de discussion avec le client. Nous, généralement, ça se fait par email. On fait toujours un pré-meeting où simplement on appelle le client, on discute, on leur propose, on leur raconte une même scène avec différents styles narratifs. On leur dit vous voulez laquelle. On leur propose différents scénarios. On leur dit vous préférez tel ou tel type d'aventure, ça se passe comment. Et ensemble, on avance sur quelque chose dont on est sûr que le client pourra apprécier. Je fais une aparté d'ailleurs là-dessus. Parce que nous, on fonctionne pas mal aussi sur add-on. Donc, est-ce que les clients veulent rajouter des choses? Par exemple, on peut vous proposer un artiste qui va vous dessiner votre personnage. Bon, là, c'est un petit peu plus cher, mais du coup, on vous montre exactement est-ce que le portfolio de l'artiste. On peut vous proposer une map qui est complètement customisée pour le jeu. Bon, là encore, va y avoir un coût supplémentaire parce que c'est une map qui va être dessinée par un artiste juste pour le jeu. Une musique, on peut faire, je vous laisse imaginer la déclinaison. Et après, on a plein de petits éléments que les gens peuvent décider d'ajouter. Et là, derrière, ça veut dire une description pour que la personne puisse signer. On est d'accord pour avancer là-dessus, quoi. Moi, ça veut pas. Ouais. J'essaye, mais moi, ça veut pas. Ça me dit que c'est bloqué. Ouais, pareil, je suis désolée. Mon ordinateur n'a pas de webcam. Écoute, je fais ce que je peux, mais je suis probablement pas le plus photogénique. Donne-nous un sourire, Cédric, c'est superbe. Après, si tu veux, moi je peux activer ma cam, mais bon, je parle pas, donc. Ouais. Et n'oubliez pas, si vous activez votre cam, qu'il faut payer vos impôts, a dit Romain tout à l'heure. Et donc, tu voulais revenir. Tu as fini, Marie, ou parce qu'il y avait Iago qui voulait aussi continuer à intervenir sur le contrat. Je ne sais pas comment on a été coupé. Je ne sais pas si tu avais fini ton argumentaire ou pas, Marie. Là, j'ai perdu le fil, donc je pense que j'ai terminé. Marie, est-ce que je peux te demander un énorme service? Oui. Je pense que ta façon de t'organiser peut être assez intéressante et inspirante pour d'autres personnes. Est-ce que tu aurais la gentillesse de venir en parler sur mon site carlaf.com de manière à ce que ces écrits, ça puisse rester en tant que petite base ou conseil pour certains qui se posent la question de la façon dont ça peut fonctionner, puisque ta méthode fonctionne déjà. Oui, pas de problème, avec plaisir. Je propose qu'on prenne ça du coup, en dehors de la conf. Voilà, c'est génial, je te remercie. Donc, ok. Vas-y, Iago, tu voulais intervenir revenir sur la notion de contrat. Je voulais revenir sur Carlaf qui disait qu'effectivement, c'était dur parfois de noter un MJ et de savoir si on est bon ou pas, parce qu'on n'a pas forcément de point de... Par contre, je voulais juste rappeler à Carlaf qu'en fait, il n'a pas à se poser cette question parce que c'est le client qui décide, comme au restaurant. Donc du coup, inutile de se faire toute cette angoisse. Des fois, on aura des masterisations qui vont vraiment plaire à une personne et d'autres, ça va pas accrocher du tout. Oui. Donc inutile de se mettre martel en tête. Et je voulais aussi revenir sur ce que disait Marie, que j'aime beaucoup, effectivement, la technique des add-ons et des trucs payants. C'est vrai que moi, instinctivement, j'aurais pensé à jouer toujours le même scénario qui aurait été préparé de nombreuses fois, déjà pour la qualité, parce que c'est mieux de jouer un scénario en tant que maître de jeu sur lequel on est très à l'aise. Et aussi parce que le même scénario, vous le rentabilisez. Vous avez fait une fois les cartes et machin. Mais cette idée de, tiens, je pourrais avoir une aventure spécialisée, personnalisée, avec des goodies, vraiment, j'aime beaucoup. Ouais. Génial. Et juste d'un coup, là, parce que ça m'a rappelé la fin de l'argumentaire, sur la question de la notation, savoir si on le fait bien, si on le fait pas. Donc, nous, on prend du feedback selon 3 angles. L'angle premier, c'est en fin de partie payante, simplement demander aux gens est-ce qu'ils ont des feedbacks, des choses qu'ils ont aimées, des choses qu'ils n'ont pas aimées. Un feedback aussi opérationnel, est-ce que les gens rebookent un jeu après avoir joué une fois derrière nous, ce qui est aussi un bon indicateur du fait qu'ils aient aimé ou pas aimé. Après ça, ouais, c'est ça. Voilà, donc ça c'est du commerce de base. Mais, et le troisième élément, c'est
comme de toute façon tous les jeux sur étagère, on les pré-teste avec des bêta-testeurs, ou même nous de notre côté, moi j'ai des jeux perso que j'anime pour gratuitement avec mes amis, parce qu'avant tout on est des passionnés, c'est demander du feedback beaucoup plus détaillé dans ce genre de cas. Oui, pas juste c'est nul et c'est pas bien, enfin quelque chose de constructif quoi. Voilà, c'est ça. Du constructif, alors là, ce NPC, est-ce qu'il vous a paru clair? Est-ce que la présentation était claire? Vous avez bien compris l'espace? Est-ce que la musique vous a paru en accord avec le jeu? Est-ce que vous avez même entendu la musique? Est-ce que vous avez eu des... Enfin, voilà, tout ce genre de questions d'un questionnaire qui permet vraiment d'avoir du feedback complet, quoi. Et justement, de manière très intéressée, en matière de rebooking et donc de revente, toi, tu constates que dans ta clientèle, les gens viennent plutôt faire des one-shots, c'est une expérience un peu comme ils iraient faire un escape game pour voir, ou tu as vraiment maintenant constitué une communauté, une base de clients, et tu sais que c'est devenu régulier, peut-être que tous les 3 mois, tous les 2 mois, tous les mois, peut-être même toutes les semaines, j'en sais rien, ils t'achètent une presta. Alors, là, ça dépend vraiment du type de client que vous réussissez à fidéliser. Nous, on bosse en fait pas mal avec des gens qui viennent visiter Édimbourg et qui ont cette envie d'avoir une expérience un peu différente de la ville. Donc là, c'est un one-shot. C'est un format plus one-shot unique. Et derrière, généralement, c'est des types de clients, si on parle purement marketing, en persona de client. Là, on a le client qui est généralement quelqu'un qui n'est pas forcément familier avec le JDR, qui prend la chose plus selon l'angle escape game, expérience immersive. Et à côté de ça, nous, on fait des parties toutes les semaines, là qui en continu. Et c'est là où on va avoir plus de la fidélisation sur du public JDR aguerri. Et alors, juste une dernière question, après je me tais. Et donc, ça veut dire que ceux qui viennent sur du one-shot parce qu'ils sont en train de visiter Édimbourg, c'est-à-dire que dans leur programme de visite de week-end, tu leur proposes une expérience de type jeu de rôle, mais qui leur permet de découvrir, par exemple, Édimbourg d'une autre manière. Et il y a un lien direct avec leur démarche touristique ou pas du tout? Alors, généralement, oui. Donc, parce que nous, on a des circuits de visite guidée, en fait, à côté. Donc on fait des visites historiques de la ville et là on leur propose de continuer sur un jeu de rôle historique sur les Jacobites par exemple. Donc si vous avez vu Outlander, c'est la faction anti-anglaise. Si ils visitent la ville, on leur propose la vieille ville, on leur propose un jeu sur le Deacon Brody, le voleur de la ville, qui était par exemple un maître de guilde qui fabriquait des coffres. Et en même temps qu'il installait l'école, je faisais un double des clés pour repasser la nuit, voler ce qui était mis dans les coffres. Bref, ce style-là. Après, sinon, on a des jeux, des visites de la ville un peu plus axées à Harry Potter, parce que Édimbourg, c'est J.K. Rowling. Oui. Et là, derrière, on replace... Et tu payes des droits ? Pardon ? Alors, attention, c'est pas Harry Potter. Harry Potter, c'est J.K. Rowling. C'est la personne et la visite de la ville. Ça, c'est important d'un point de vue légal. Exactement. Du coup, comment est-ce que... Parce que tu as quand même dit Harry Potter, J.K. Rowling. Hein. Donc tu as quand même utilisé la marque Harry Potter pour mettre en avant le... Ah oui, pardon, je me tais, je retiens. S'il vous plaît, ne m'attaquez pas. C'est J.K. Rowling. C'est enregistré, c'est fini. Ah, c'est terrible. Appelez le Warner. Il y a Romain aussi qui voulait intervenir aussi sur le contrat. Vas-y Romain. Alors moi forcément on parle de contrat, je suis désolé de casser les blancs. C'est avant tout un acte juridique. Donc mettons-nous d'accord sur ce qu'est un contrat. Alors un contrat en droit, c'est le fait que 2 personnes ou plusieurs personnes se mettent d'accord sur des droits et des obligations. Ça ne signifie pas qu'il faut que ce soit par écrit. Si je vous dis, voilà, un crayon, je le propose à la vente, je vais donner un prix 500 €. Le premier qui dit, alors c'est un exemple, hein, je ne le vends pas. Oui, bien sûr. Le premier qui me dit, OK, je l'achète, en fait, juridiquement, c'est un contrat de vente. La propriété lui appartient, d'après le droit français, immédiatement, alors qu'il n'a pas encore payé le prix. C'est important. Et du coup, le système d'obligation juridique, en plus, là, je le fais devant témoin, signifierait que si je ne donne pas le crayon en qualité de vendeur, il peut aller voir un magistrat pour m'obliger à lui donner le crayon, et inversement, je peux l'obliger à me payer la somme d'argent. Donc c'est simplement pour dire que déjà, le fait que ce ne soit pas écrit
ça n'est pas forcément, ça ne signifie pas qu'il n'existe pas juridiquement un Oui, ça contrat. le rend pas moins légal. Oui, c'est ça. Exactement. Donc ça, c'est une première chose. Une autre chose, c'est de se dire, quand il y a un contrat, en fait, si on fait un contrat d'un point de vue légal, c'est toujours parce que on veut cadrer le moment où ça se passe mal. On fait pas un contrat quand ça se passe bien, parce que si Oui. ça s'est bien passé, on met le contrat à la poubelle et tout le monde s'en fout qu'il y ait eu un contrat un jour. Donc c'est toujours pour cadrer, ça se passe mal. Alors, du coup, imaginons, par téléphone, j'ai quelqu'un qui me téléphone, qui me donne ses attentes. Et puis moi, en tant qu'MJ, j'arrive et je ne réponds pas du tout à ses attentes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est sur quelque chose d'hypothétique, mais c'est juste pour cadrer un peu la situation. Le client m'attaque en justice en disant c'était un mauvais MJ, et moi je réponds non, pas du tout, j'étais un bon MJ. Et le magistrat qui est au milieu, qui connaît à peine le jeu de rôle, il se dit bon, moi comment je fais pour décider si le truc qui n'a pas de support écrit, il a été bien fait ou pas bien fait. Donc il va mener une enquête en se disant c'est quoi un jeu de rôle et c'est quoi le rôle qu'on peut attendre minimal, si j'ose dire, d'un maître du jeu. Donc il va vérifier par exemple qu'il y avait bien une animation. Est-ce qu'il y a eu lieu ou pas une animation pendant un certain temps? Voilà, ça c'est la première chose. Et dedans, on pourra détailler entre est-ce qu'il y a eu du roleplay ou pas. Alors la qualité du roleplay importe peu, il suffit qu'il y en ait eu un minimum, ça marche. Est-ce qu'il a donné un tour de parole à tous les joueurs ou pas? Est-ce qu'il y en a un qui est resté complètement exclu de la partie et qui a tenté plusieurs fois de prendre la parole et puis le maître du jeu l'a complètement ignoré et a laissé les autres joueurs tout faire, etc. Ça, c'est la première prestation, ça sera celle de l'animation qui sera étudiée comme étant inhérente finalement à la prestation de maître du jeu. Deux autres socles minimaux, si j'ose dire, c'est celle de l'existence d'un univers et d'un scénario. C'est-à-dire que j'arrive pas à ma partie de jeu de rôle en tant que maître du jeu rémunéré sans avoir préalablement fabriqué des personnages ou construit en tout cas une galerie de personnages pour permettre de faire fonctionner la partie de manière à ce que ça se déroule dans le temps imparti de manière la plus efficace possible. Et je parle d'efficacité, c'est pas forcément intéressant, mais ça, en tout cas, on doit pouvoir avancer et se dire il y a bien eu ce travail préparatoire qui était attendu. Ensuite, puisque je suis dans le cadre d'une prestation rémunérée, ça suppose que en tant que MJ pro, j'endosse une responsabilité légale qui est de ne pas mettre en risque les personnes qui vont participer à ce jeu de rôle. Et là, je parle d'un risque qui va être un risque, comme on en a parlé tout à l'heure, sur je ne les mets pas en risque sur le fait qu'ils peuvent être considérés comme des employeurs qui ont fait faire du travail illégal. Ça veut dire que je m'assure que les droits d'auteur qui sont payés concernant la musique ne vont pas les mettre non plus, eux, en difficulté. Donc ça, c'est pas de risque légal, si j'ose dire. Donc je dois encadrer la prestation pour que ce soit bien fait. Et puis, il faut évidemment que, parce que maintenant, si vous voulez, si on parle de socle minimal, il faut se dire que c'est par rapport à un état de l'art, c'est-à-dire par rapport à une pratique courante. Et aujourd'hui, les pratiques ont évolué et le fait de tenir compte de certains thèmes qui pourraient choquer les personnes, etc. Donc, je pense à la X-Card, aux voiles et vapeurs, etc. Ça fait partie également de la responsabilité légale du MJ de tenir compte de ces éléments-là, soit en parlant, soit en interrompant quelque chose, parce que si, dans le cadre de la prestation, il révèle un traumatisme psychologique et qu'il ne fait rien pour encadrer cette situation dramatique, eh bien, il est pleinement responsable aux yeux de la loi de la responsabilité de la situation et du dommage créé à la personne. Donc, c'est quelque chose qui devient du coup très encadré. Et comme le disait Marie, tout ce qui est conditions d'annulation, paiement, etc., sont des choses qui sont pas obligatoires d'avoir été discutées, mais qui là, du coup, protègent plutôt le MJ. Parce que, imaginons qu'on est tombé d'accord sur un prix, et puis à la fin de la partie, on ne s'est pas fait payer avant, ou on n'a pas prévu de système de paiement, et puis les joueurs disent « Oh bah non, finalement, ce n'était pas ce qu'on attendait, on décide de ne pas payer ». Là encore, c'est quelque chose sur lequel il faut avoir prévu les choses pour qu'on puisse être synchrone. Et tout ce qui était ce dont faisait référence Iago
et Kerlaft sur le contrat social ou sur les attentes qu'on peut avoir. J'entends bien qu'on ne va pas juger la prestation en termes de qualité artistique, parce que le magistrat n'était pas là, donc il n'est pas en capacité de savoir si c'était bien ou si ça n'était pas bien. En revanche, ce contrat social qui pourrait être discuté auparavant, eh bien, rentre dans le domaine contractuel, et ça veut dire que ce sont des éléments qui, au-delà de ce socle minimal, vont venir se surajouter si les personnages, les joueurs ont dit ben moi ce qui m'intéresse c'est que du roleplay, je veux pas qu'on lance les dés. Eh bien si on fait une partie de scène d'action où on lance les dés pendant 45 minutes, eh bien effectivement ils pourront dire vous n'avez pas respecté le contrat, ça n'était pas la prestation attendue. Alors que si ce point n'a pas été abordé, eh bien cette manière de jouer qui ne leur aura pas plu n'empêchera pas que légalement elle sera tout à fait valable. La prestation voilà. aurait été distribuée quand même. Effectivement. Ok. Bon, ben, on se rapproche de la fin Merci Romain de cette intervention. On se rapproche de la fin. On a quelques questions qu'on avait déjà récupérées par l'intermédiaire de Iago. Je vais essayer d'utiliser. Vas-y, Kerlaft, tu as envie d'intervenir? Parce que je voulais le dire déjà dès le départ. Vas-y. Je ne sais pas si les adeptes pour moi du JDR comme passion gratuite et tout devrait être gratuit, ça devrait être obligatoire, remboursé par la sécurité sociale. Donc je voulais rassurer un petit peu tout le monde que la pratique de MJ payant, c'est pas une norme qui essaye d'être mise en place et que tout me jetage mérite salaire aujourd'hui. Non, c'est des cas particuliers, une offre, une demande, et que tous les MJ du monde et tous les joueurs du monde peuvent se rassurer. On va continuer à se faire des parties dès qu'on peut, à donner des coups de main en convention, à être bénévole, à trouver des bénévoles et rendre les choses possibles pour que tout le monde puisse justement. Ça revient avec la première question que j'allais poser. J'allais justement te faire intervenir, toi et Iago, sur est-ce que vous pensez pas que ça allait détruire le hobby? J'allais justement dire, est-ce que vous pensez pas que ça va détruire le hobby? Donc justement, vas-y Kerlaft, on a entendu ta position. Iago, toi, qu'est-ce que tu en penses? Fireball en stock s'il faut. Mais oui, on se défendra pour pas que ça le détruise de toute manière. Vas-y, Iago, excuse-moi. Alors, moi j'aimerais juste signaler que si la question c'est est-ce que 3 mecs qui se mettent à se faire payer pour du JDR peuvent détruire tout un hobby qui existe depuis les années 70 outre-Atlantique, franchement si je peux le faire j'aurais envie de le faire juste comme le chat qui renverse la table quoi. Mais à mon avis les gars arrêtez de vous détendre, c'est pas possible de niquer un hobby à 3. Non, oui, oui. Une autre question? Non. Non, mais alors moi dans ce cas-là, je vais peut-être rebondir. On sait qu'aujourd'hui, le jeu sous toutes ses formes est en train de conquérir ou reconquérir ses lettres de noblesse, que bien évidemment le jeu de rôle devient très mainstream depuis quelques années. Donc ça veut dire qu'on a une autre population qui arrive, qui ne sont pas forcément des passionnés, et que dans cette population, on peut avoir un comportement assez consommateur, qui consiste à dire j'ai pas le temps de préparer un scénario, où je me souviens il y a 15 ans, 20 ans de superbes souvenirs et j'ai envie de me racheter ça, et donc je vais me payer un MJ. Donc à mon avis, c'est une tendance de toute façon. Après, à côté de ça, il y a des professionnels de l'événementiel ludique dont je fais partie, pour qui c'est important de pouvoir cadrer une prestat de JDR parce qu'on sait qu'il y a une attente et donc on va avoir une relation différente. Et en fait, moi, ça m'amène à une autre question, j'aimerais avoir votre avis. Mais normalement, dans une partie de jeu de rôle, on a tendance à sacraliser le maître du jeu qui a la toute-puissance derrière son écran et qui fait ce qu'il veut de ses joueurs, etc. Est-ce que le fait d'être payé en tant que MJ, ça n'inverserait pas les rôles, et finalement c'est le groupe de joueurs qui finalement prend le pouvoir sur le MJ, qui lui veut pas perdre ses clients et donc va peut-être finalement avant tout chercher à leur faire plaisir. Et une autre question que je vous pose, on n'arrête pas de parler de MJ rémunérés, mais est-ce que ce débat il pourrait pas aussi s'élargir peut-être à des joueurs rémunérés, et en se disant bah tiens moi je suis un MJ qui s'achète des joueurs. Voilà. Alors moi par exemple je vais répondre à ta deuxième question. Il y a des gens qui font partie du paysage ludique avec qui je serais prêt à payer pour jouer ou les avoir à ma table. Mais je pense à des gens qui ont un nom, comme par exemple Grégory Privat, Laurent Rambourg, Didier Guizerix ou Pierre Rosenthal. C'est sûr que c'était légende. Mais alors là, ah merde, tu m'as pas cité. Mais parce que j'allais Kerlaft. Mais parce que moi, ça me ferait kiffer dans ce cas-là de me prendre en photo avec eux, de dire ouais, j'ai joué et tout. Mais ça, c'est le côté fanboy.
Et là, effectivement, ouais, j'imagine que c'est comme une prestation d'anniversaire quand vous êtes le fils de l'émir et vous voulez que Ronaldo il vienne à votre anniversaire. Ça coûte 700 000 € plus un jet privé. Voilà, tu vois. Mais oui, moi, d'avoir D'accord. des joueurs prestigieux, je crois que ça se fait dans les actual plays. J'imagine qu'ils ont dû Non, payer puis les gens oui, pour aventure ou même. il y a des Enfin, conventions aussi. oui, voilà. Moi, par exemple, j'ai fait une convention, j'ai fait une convention. J'ai fait une convention en Allemagne. J'ai fait une convention en Allemagne. J'ai eu la chance d'être sur la table de Jason Dural ou alors de Sandy Peterson ou des choses comme ça, parce qu'ils étaient présents dans la convention. Mais Donc, il y a des- exactement. Et là, ouais, Ouais. à mon avis, pour les joueurs, il y a un vrai débouché. Après, Ouais. faut... Moi- ça marche si on est célèbre. Mais après, je me suis Moi, je pensais plutôt à. demandé si ces gens-là avaient des agents. Parce que par exemple, si vous voulez avoir Madonna à votre anniversaire, ça coûte énormément de pognon, mais c'est possible, elle a un agent. Ah, il y a des agents. Oui, ils ont des agents. Et donc je peux jouer avec genre Ah, ça, je sais moi, pas. Didier Guizérix ou les mecs de Dragon pense pas. Magazine, ils ont un prix. Je sais pas. Je sais pas. Après, Moi, c'est une je pense question. pas, c'est qui a le bon emploi du temps. Après, c'est une par question contre, aussi Tu de veux ce qui. répondre. Ah, pardon, vas-y. Vas-y, Marie. Non, la question c'est, dans ce genre de cas, c'est une question d'offre structurée versus de demande aussi. Hein. Exactement. C'est si on n'arrive pas à faire une partie avec un Matt Mercer, c'est parce qu'il ne met pas sur la table le fait que lui, il est ouvert à avoir ce genre de prestations. Parce que derrière, bah, on vient de passer 1 heure sur le sujet, c'est des préparations, c'est de la structuration, c'est un cadre légal. Et les gens n'ont pas forcément envie de faire ça. Oui. Tout à fait. C'est une histoire d'offre et de demande et on peut très bien envisager le coup de MJ, de joueurs professionnels, entre guillemets, notamment dans le cas des bêta-testeurs. Et il y a peut-être éventuellement dans le temps, il y aura peut-être également des joueurs qui vont finir par se spécialiser dans la critique, dans le détail pour faire progresser un jeu de rôle qui doit sortir et sur lequel peut-être un éditeur a beaucoup misé, je ne sais pas, ou quelque chose qui va se jouer en actu à play derrière, où on veut vraiment un testeur professionnel. On pourra peut-être également se retrouver dans ce côté-là. C'était quoi la première question, excuse-moi? C'était est-ce que finalement le MJ n'est pas au service de ses clients? Ouais, Et c'est donc, du coup, je vais rebondir dessus parce que moi, je me suis posé la question dans le cadre de ce type d'activité, puisque qu'est-ce qui se passe si l'un de mes joueurs, qui est dans un monde réaliste, saute du 50e étage parce qu'il a envie, ça l'amuse? Est-ce que je lui tue son joueur alors que ça fait une demi-heure que la partie son personnage alors que la partie, ça fait une demi-heure qu'elle a commencé, ou est-ce que j'essaye de trouver une magouille avec un dragon qui va sortir de je sais pas où pour le rattraper en plein vol, alors que ça va casser complètement l'univers? C'est là toute la limite finalement de la question, parce que oui, effectivement, les joueurs qui viennent, ils ont des personnages, ces personnages ont des contraintes dans le cadre de l'univers, et cet univers n'est pas forcément, sympathique à leur égard, peut même être carrément hostile, hein, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la partie. Mais comment, en tant que MJ Pro, on arrive à cadrer ce genre de situation? Peut-être, Marie, tu peux nous en parler, parce que tu as dû déjà avoir plusieurs fois la situation qui a dû se présenter. Alors, là-dessus, j'aurais une réponse avec 2 côtés. La première, c'est, comme Carlaf l'a mentionné, le gentleman's agreement qu'on a avec les joueurs en début de partie, en un sens. C'est, est-ce qu'on veut un monde ultra réaliste où les actions ont des conséquences? Oui ou non, hein, les joueurs peuvent dire, on préférait que ce soit un peu plus léger, que l'objectif principal, c'est d'avoir un moment un peu fun et rigolo, plutôt que d'avoir un monde nitty-gritty noir, où immédiatement, si on fait un faux pas, il y a la vraie conséquence réelle. Et le deuxième élément que je rajouterais là-dessus, c'est que même en tant que maître du jeu, moi personnellement, je pense qu'il y a des... c'est pas blanc ou noir dans est-ce qu'il saute du 50e étage, est-ce qu'il se crash ou pas. Il y a des états d'échec au milieu, entre guillemets. Oui, puis et on peut aussi le prévenir au fur et à mesure. Dire, attention, ce que tu comptes faire, s'il est débutant, ça va engendrer des conséquences. Est-ce que tu es prêt à voir mourir ton personnage? On peut carrément lui poser la question, non? Complètement. C'est si avant de faire rentrer les joueurs dans l'air avec le dragon
le dragon absolument terrifiant. Généralement, enfin en tout cas après ça devient de la technique de roleplay quoi. Mais je suis pas sûre que ce soit le bon endroit pour en parler. Mais c'est vous voyez les marques de griffes gigantesques sur le sol. Vous voyez 3 pécores calcinés comme ça. Ils ont l'air d'avoir du bon stuff. Hein, ils devaient être plutôt bon niveau. Et on montait la sauce en un sens pour les prévenir. Oui. Vous allez arriver, ça va être dangereux quoi. C'est de là d'où vient le même. Est-ce que vous êtes sûr? Mais voilà. Mais la question derrière, et ce qui est intéressant, c'est comment gérer des joueurs qui ont des comportements entre guillemets négatifs à la table. Des joueurs. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Comment gérer le comportement négatif des joueurs à la table? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que tu pourrais répondre à cette question très intéressante? Comment gérer le comportement négatif d'un joueur à la table? Ok. Là-dessus, ça dépend de 2 choses. Est-ce que les joueurs tous à la table sont des amis? Donc c'est un groupe de joueurs, c'est tous des potes en un sens. Dans ces cas-là, on peut prendre des dynamiques où on va parler avec le joueur, leur dire je suis pas sûr que l'ambiance de la table ce soit un exact fit. Est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses, pourquoi c'est pas fun pour toi? Comment est-ce qu'on peut améliorer la chose? Proposer aux amis également s'ils ressentent la chose ou pas. Donc avoir quelque chose d'assez soft en termes de discussion. Et par contre, si c'est une table publique où c'est plein de personnes différentes qui sont à la table et qu'on les connaît pas, moi j'avoue, s'il y a quelqu'un qui commence à avoir des comportements qui ruinent le jeu pour tout le reste de la table, en tant que maître du jeu, je prends my loss en un sens, je prends ma perte de revenus et je vais voir la personne et je lui propose de jouer à une table différente qui correspond mieux à leur style de jeu. C'est pas négatif dans un sens, c'est les gens ont des styles de jeu différents. Oui, c'est ce que il y a des gens. Tu as une excellente pédagogie et je voudrais rajouter que ce contrat social, il continue de se construire tout au long de la partie et tout au long des échanges avec les joueurs, qui peut se réadapter aussi. Et il faut garder ça en tête. Oui. C'est important. Après, je pense qu'il y a 2 niveaux, hein, Marie, dans ce que tu dis. Il y a le fait que je suis en décalage parce que finalement, la dynamique de la table ne correspond pas aux attentes que je me faisais, peut-être aux fantasmes. Et donc, je me dis, voilà, donc je suis pas dedans. Et comme je suis pas dedans, c'est un cercle vicieux. Donc, je commence à renvoyer des signaux non verbaux, voire avoir des comportements qui sont inappropriés. Et je casse l'ambiance. Et donc, ça nuit à tout le monde. Et puis, une question également qu'on a eue sur le Discord qui va encore plus loin, c'est quand je vais avoir des comportements qui sont inacceptables parce que peut-être je vais insulter, discriminer. Et donc là, on a un vrai problème de gestion d'un de ses clients qui respecte pas le cadre moral, voire légal, dans lequel s'inscrit la presta, quoi. Oui, mais enfin, après, oui, quand tu arrives à atteindre à se poser la question là, je veux dire, c'est que je rejoins ce que dit Marie, et tu te rapproches de la personne et tu l'invites gentiment, plus ou moins facilement, à sortir de la table, quoi. Ouais, enfin j'ai même envie de dire si comme un mauvais public, moi qui fait du théâtre ou les gens au cinéma, quand il y a des comportements déviants ou des choses qui vont pas, tu fais sortir la personne au bout d'un moment, même s'il est client, même s'il a payé, si ça correspond pas, si ça nuit à l'ensemble de la table ou de la chose, il y a des limites à ne pas dépasser, quoi. Enfin, je sais pas. Tout à fait, c'est des limites qui peuvent se fixer. Alors non, non, mais c'est ce que dit Chris. Il dit, ouais, mais si le client a payé, c'est compliqué. Alors, c'est pour ça que moi, je fais non, c'est pas compliqué. Enfin, oui, je comprends la question. Je comprends la question, mais oui, voilà, quelqu'un qui dépasse, qui a des propos. Prenons un cas hyper classique qu'on voit souvent traîner sur les forums. On a une table mixte et on a un joueur, et je caricature à mort, qui a un comportement clairement misogyne et totalement déplacé. Et dans le discours, l'attitude que lui peut avoir en tant que joueur, ou c'est encore plus vicieux par le biais de son personnage. Et donc, en fait, il va te dire, non, mais je suis hyper roleplay. Je suis hyper roleplay, c'est pas moi, c'est le perso. Voilà, effectivement, à un moment, le MJ, il a une responsabilité morale, parce que sinon, peut-être que c'est lui qui va entretenir. Alors, je sais pas ce que dirait Romain après en termes de risque juridique. Mais voilà, et c'est pas pareil que de dire, moi, en tant qu'MJ, j'ai pas été bon. Finalement, j'ai pas compris ce que vous vouliez, et comme disait Marie, je prends my loss et je plie ma table et j'arrête parce que c'est pas rattrapable. Et là où c'est moi MJ qui arrête la prestation, mais c'est pas de ma responsabilité, c'est bien parce qu'il y a un comportement qui est inacceptable et d'arriver à le faire dire, surtout si en plus tu as fait 1h30 de bagnole, que tu es dans le salon du mec qui est avec ses potes et qui a pris la table de jeu comme tribune pour se faire ce petit plaisir, quoi.
Ouais. Alors, sur l'aspect légal, du coup, vu qu'on m'interpelle, je me sens obligé, évidemment, de Vas-y. répondre. Hein, voilà. Il y a deux choses. Effectivement, mais ça peut s'appliquer au MG aussi. Hein. Il y a des infractions qui existent, qui sont l'incitation à la haine, au sexisme, aux discriminations, etc., au terrorisme. Toutes ces choses qui sont entre guillemets dans la limite de ce que la liberté la liberté d'expression permet, sauf que dans le cadre d'une prestation artistique, puisque on doit comprendre les choses de cette manière. Effectivement, que ces thèmes soient abordés, ça peut ne pas être gênant. Si on a un super méchant dans notre scénario qui est une émanation directe du nazisme, bon ben c'est un super méchant dans un scénario. Ça ne veut pas dire pour autant qu'en tant qu'MJ, on est en train de prôner l'incitation au racisme, à l'antisémitisme. C'est simplement que c'est un des éléments contre lequel, ben oui, c'est horrible, mais les personnages joueurs vont devoir combattre. Et finalement, le sens du scénario, il est plutôt de faire la lutte du bien contre le mal. Là où c'est plus délicat, effectivement, Cédric, c'est quand tu fais remarquer que quelqu'un peut avoir un personnage qui a ce type d'idée et puis se dire ouais, mais c'est pas moi, hein, c'est mon personnage, etc. Et effectivement, la limite, elle est là parce que on peut pas empêcher un personnage d'avoir ce type d'idée. Ça paraît évident. C'est plutôt une question de consensus autour de la table à trouver pour savoir si on l'accepte ou si on ne l'accepte pas. C'est ce que disait Karl Laft à propos du contrat social. Là, c'est quelque chose qui est clairement comme ça. En revanche, si on est en actual play et que donc on est en diffusion, qu'elle soit en direct ou qu'elle sera retransmise, il y a un avertissement qui doit être donné, effectivement, pour expliquer que c'est bien dans le cadre d'un jeu et que ça ne signifie pas que les personnes sont en train de prôner ce type d'idées, pour éviter qu'effectivement une sanction puisse être faite à l'égard à la fois du joueur ou de la personne qui a la responsabilité de la retransmission. C'est valable d'ailleurs en convention, une table qui serait mise sur une estrade, ça revient au même, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà. C'est quelque chose qu'on voit venir de toute façon. Normalement, si on fait ce genre de prestations, on est censé avoir un minimum d'expérience et je sais pas, moi naturellement, je trouve que c'est le bon sens de voir. Oui, non mais ça, le bon sens de chacun n'est pas le bon sens de tout le monde. Donc ça, on a fait assez de salons et de choses pour savoir. Je vais rebondir sur une question. Je vais changer un peu de sujet. On a une question d'un auditeur, donc profitons-en. Donc Johan, qui a une petite question au passage. Donc on va changer un peu. Ça va surtout, je pense, s'adresser à toi, Marie. Comment situe le marché vis-à-vis de la demande des MJ Pro, me demande-t-il. Est-ce qu'il y a une augmentation de la demande? Alors la réponse est oui. Ouais. Voilà, merci Johan. Question suivante. Allez. Next. Non, mais très concrètement, depuis ces dernières années, on voit une explosion du monde du JDR. En tout cas, plus particulièrement du côté UK et anglophone de la force. Ça se développe vraiment. On a des critical roles qui font des Kickstarter à plus de 10 millions. On a un film Donjons Dragons avec Chris Pine qui va peut-être être sorti dans les mois à venir. Donc il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par le monde du JDR. Il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent découvrir le JDR. Et du coup, être MJ Pro, c'est une bonne manière pour ces personnes aussi en fait, de découvrir, tout bêtement, parce qu'ils ont quelqu'un qui est prêt à les aider, alors leur présenter les règles, leur présenter les méthodes de jeu et être très pédagogique dans un cadre safe and secure, en un sens. Voilà, Johan, j'espère que tu as eu la réponse à ta question. Maintenant, j'ai envie de poser la question qui vient après. Moi, en tant qu'organisateur d'événementiel, quand j'embauche des animateurs, j'ai un cadre de référence avec un salaire horaire qui correspond à minima, au minimum légaux en France, etc., puisque tout est officiel. Est-ce qu'aujourd'hui, un MJ Pro, ça reste quand même rentable quand tu vois le travail qu'il y a, où tu vends, j'imagine, le temps d'animation, mais probablement aussi que tu dois réintégrer tes temps d'écriture, de préparation, de transport, d'éventuels frais, même si on a bien vu, Marie, que chez toi, c'était quand même bien structuré et qu'il y avait tout un business model construit derrière. Ou c'est encore un fantasme, et hormis empocher quelques
dizaines d'euros par-ci par-là, on ne va pas aller beaucoup plus loin et on sera en tout cas très loin des 30 et quelques mille euros de chiffre d'affaires, premier seuil en matière de prestations de services en France. Alors là-dessus, je vais être claire. En tout cas, de mon expérience personnelle, ça peut être différent pour les autres, hein, mais simplement vivre, peut-être maître du jeu pro, non. Pour le moment, ça ne marche pas financièrement. Il faut avoir d'autres prestations derrière. En tout cas, nous, notre approche, c'est s'orienter plus vers un tourisme large, avec tour, atelier potions, entreprise, etc. Et c'est là où on fait notre cœur de business. Et donc, dans ton business, aujourd'hui, la partie JDR, c'est quel pourcentage? Si on voulait vraiment revenir sur la table, le MJ, les jets de dés. Oh, les questions dures. Les questions pièges en fin d'interview. C'est clair? Non. Tu donnes une réponse à une question dure, tu peux m'en poser une et je réponds. Ah, c'est beau ça. Non, nous, le JDR actuellement, pur et dur, c'est environ 20% de notre chiffre d'affaires. Ah, c'est déjà pas mal. Alors, juste. Chris aussi qui. Ah, pardon, vas-y, Romain. De rebondir sur ce que disait Marie, il y a aussi, et c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours parce qu'on est dans un cadre ludique pour ce type de prestations, mais les entreprises qui peuvent être très demandeuses de team building autour du jeu de rôle, parce que pour constituer et souder une équipe, finalement, rien ne vaut finalement une bonne petite aventure dans un monde héroïque fantasy ou un Shadowrun, quelque chose où les personnages vont être soumis à des difficultés qu'ils vont devoir surmonter ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui se développe énormément dans les entreprises, qui n'est pas encore très connu, mais sur lequel il y a de la demande. Moi, je l'ai déjà fait 2 fois, donc j'ai une prestation la prochaine fois qui arrive. Donc, je peux vous dire que c'est quelque chose sur lequel les gens sont en attente, sachant que c'est nécessairement pour des petites équipes, hein, puisqu'on ne peut pas faire ça avec 250 personnes. Mais ça se développe. Ça se développe de plus en plus. Moi, j'ai l'exemple de ma femme hier qui travaille dans une grosse boîte et qui a fait toute une journée pour les cadeaux de Noël. C'était des journées, des murders et des parties de jeux de rôle en ligne. Et donc, ça a duré la matinée, l'après-midi par des équipes différentes. Ils étaient une trentaine à chaque fois. Enfin, oui, donc ça se développe de plus en plus. On a Chris qui. Ouais, vas-y. Là, je disais, pour le coup, quand effectivement tu vends tes prestations à des entreprises, normalement tu peux cranter en termes de prestations, tu peux aller mettre des add-ons et rajouter ce que moi j'appelle du strass et paillettes, mais qui à la fin fait que la facturation est autrement plus conséquente. Un animateur vendu dans le cadre d'un séminaire de team building, c'est facturé entre 500 et 2000 balles la journée, quoi. Et oui, ouais. Donc, c'est clair que... On a Chris qui demande, ça ce sera pour ceux qui auront des structures et ceux qui voudront répondre puisqu'il n'y a pas d'obligation. C'est facturé combien? C'est quoi le salaire horaire d'un MJ? De la part de Chris. On dirait que je suis un animateur radio des années 80. Tu sais. on me parle dans l'oreillette. Alors, moi, je peux être très transparent. Marie, par exemple, sur la croisière Capitaine Meeple, on a embauché 8 animateurs. Ces 8 animateurs, on les a payés 7 jours à raison de 10 heures de travail par jour, parce qu'au-delà de 11, on est en dehors du périmètre légal et du code du travail. Plus une journée de préparation avant la croisière, plus on a rajouté une journée supplémentaire forfaitaire après, parce qu'ils avaient un peu dépassé leurs horaires et qu'on voulait les remercier. Et nous, le taux horaire était de 22,50 € de l'heure. Donc, ça faisait 225 € la journée, enfin, en tout cas, les 10 heures, pour vous donner un ordre de grandeur. Et ça correspond à, on va dire, grosso modo, un SMIC arrondi au supérieur. Bien évidemment, à cela, nous se rajoutait la prise en charge de l'hébergement et de la restauration, puisque à bord du bateau, ils n'avaient pas d'alternative. Ils payaient rien Donc, c'est pas qu'ils étaient défrayés, c'est qu'en fait, ils étaient hébergés et ils étaient nourris. Donc, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Et moi, ce que je constate sur les festivals de jeux de plateau où je suis aussi très présent, c'est que en règle générale, quand tu es auto-entrepreneur, les petits éditeurs, ou en tout cas ceux qui sont les plus gripsous, vont lâcher pareil environ 150 balles, 180 balles la journée. Et ça peut être des journées qui font entre 7 et 10 heures. Et tu peux monter à 200, 250. Il y a peut-être plus, mais je ne les ai pas encore beaucoup identifiés. Voilà. Il y en a un peu plus. Et puis derrière, un peu plus, ouais, mais c'est un peu plus difficile. Ouais, peut-être, voilà, mais voilà l'ordre de grandeur, en fait. C'est ça, voilà. Moi-même étant animateur et étant embauché pour des gros prestataires, c'est vrai qu'il y en a qui payent un petit peu plus. Moi, j'arrive à avoir des salaires à 20, 25 € de l'heure en tant qu'auto-entrepreneur.
Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Après, ça dépend si tu es purement qu'animateur ou alors si à côté de ça, tu vas t'occuper du montage, du démontage. Il y en a où ça comprend le démontage et le remontage. Il y en a où c'est juste que tu viens en tant qu'animateur, point. Tu arrives à 9h, 9h moins 5 à l'ouverture du salon, tu pars à 18h. Enfin, il y a plein de forfaits. Et alors, pour parler rémunération, moi, il y a un truc qui m'a complètement scié. Donc, quand on a décidé de payer un collectif d'auteurs, dont des auteurs qui, de mon point de vue, ont pignon sur rue, en tout cas, ils correspondent à ma génération. Je parle de Tristan, d'Anne, qui était sur la scénarisation de la campagne qu'on a fait. Et quand les professionnels du secteur m'ont annoncé le montant auquel étaient payés des scénaristes, franchement, j'y croyais pas. Et pour tout vous dire, j'ai eu honte d'appliquer les barèmes de la profession à l'aune du nombre d'heures de boulot et du travail que ça représentait. C'est des contrats d'édition après, hein, donc ça doit être. Voilà, c'est ça. Hein. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que 30 000 signes, c'est payé 200 ou 250 balles. Et voilà quoi. Donc. Bien. Après là-dessus, juste pour ajouter, ça dépend aussi de votre business model et de votre technique de vente, en un sens. Oui. Ça va dépendre aussi de savoir comment tu vas annoncer ça. Ouais. Voilà. Nous, je sais que par exemple, pour vous donner un indicatif, on fait des jeux à entrée, donc c'est en pound, mais c'est 12-13 pounds pour 2 heures de jeu, ce qui est vraiment très peu. Mais parce que nous, derrière, notre objectif, c'est la donne, c'est la visite guidée, l'atelier potion, ce genre de choses derrière. Voilà. D'accord. Okay. Bien. Eh ben, il est 55. Je vais remercier tous les gens qui nous ont écoutés, qui nous ont supportés, qui ont vu la vie passionnante de Karlaf dans sa voiture et dans son salon. Je tiens à remercier Iago et Karlaf qui sont arrivés malheureusement en retard sur des petits soucis techniques. On s'excuse encore. Je pense que ce sont les premiers dégoûtés de ne pas avoir pu participer tout depuis le début. Merci à Marie d'Angleterre et puis aussi à Romain et à Cédric. Donc j'espère qu'on a pu répondre plus ou moins à toutes vos questions. Je vous rappelle que je ne sais pas si des liens ont été mis ou en place ou pas, mais donc il y a différentes façons de s'interroger, de se renseigner sur les différents statuts dont on a parlé. De toute façon, si les gens ont des questions... Super, donc c'est nickel, donc vous avez tout entendu. Je tiens à rappeler également que c'est dans le cadre d'une opération caritative, donc je ne sais pas où c'est que je ne vais pas faire un appel aux dons, hein, mais si. N'hésitez pas, puisque c'est quand même le cadre de ce chose. Donc on parle de passion, on parle de hobby, mais faut pas oublier que derrière cet événement-là, il y a des choses, il y a des gens qui sont impliqués, des associations. Donc n'hésitez pas à faire des dons. Voilà. 25 boules, ça fait 2 paquets de cigarettes ou je sais pas quoi. Donc sur ce week-end-là, faites-le. Ou ça fait 1 heure d'AMJ. Voilà, vous voulez payer 1 heure d'AMJ, faites un don. Et puis n'hésitez pas, il y a toutes les tables qui sont ouvertes cet après-midi sur plein de serveurs. Donc venez nous voir et puis n'hésitez pas. Voilà. Et je vous remercie. Dont la nôtre, Jack, fais la pub un peu. Notre de Capitaine Meeple, voilà. Merci beaucoup à toi. De rien, j'ai essayé de faire au mieux. Et puis, écoutez, bonne fin de journée. Je crois qu'on va laisser la place parce que derrière, il doit être midi, donc le salon va être occupé. Ça aussi, ouais. Merci à tout le monde, merci à tous. Passez un bon week-end et puis passez de bonnes fêtes. Hein. Merci à tous. À très bientôt. Et venez, continuez de faire des trucs, continuez d'être sympa, continuez d'aider. Mais oui, on est toujours. De toute façon, continuez de jouer. Il y a des gens sous les questions. Si vous voulez continuer la conversation, on peut se retrouver au bar de Roll Event. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Allez, je vous remercie. Bonne fin de journée. Salut tout le monde. Merci à tous. Merci. Et vivement les vraies conventions. Roll Event, le premier événement caritatif francophone dédié aux jeux de rôle. Du 18 au 20 décembre, 100% en ligne. Le Roll Event est la première édition d'un événement caritatif francophone en ligne dédié aux jeux de rôle, organisé sur 48 heures. Cette journée solidaire du jeu de rôle inspirée de The Event accueillera à ses tables de jeu des invités en direct via des plateformes Roll20 et Stories. Les parties de jeux de rôle seront retransmises en direct et en différé via YouTube et Twitch, afin que toutes et tous puissent suivre les aventures des joueuses et des joueurs. Le public aura ainsi l'opportunité d'expérimenter lui aussi des parties en ligne et des animations jeux de rôle via le Discord de la Fédération française de jeux de rôle. Une occasion de découvrir de nombreuses associations, auteurs et univers de jeux de rôle sous toutes ses formes. Cet événement est une opportunité de soutenir cette année les Blues Roses et la Fondation Théodora.
Inscrivez-vous dès maintenant à cette première édition de Relais 20. Nous comptons sur vos contributions en faveur de ces associations qui œuvrent chaque jour pour les enfants malades.